Je suis ravie de présenter cette première session, même si on a déjà beaucoup travaillé cet après-midi, mais c'est la première session donc, pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Ruffy, qui est philosophe des sciences, qui va être suivie par Étienne Descroly, qui est virologue. Et donc chacune de leurs présentations sera suivie par quelques minutes de questions, mais plutôt factuelles sur les présentations. Et on a un temps de discussion avec nos deux intervenants à la fin de cette session. Donc là, cette session est exemplaire de la démarche de Tessaco, qui est vraiment interdisciplinaire, d'inviter des gens qui partent de perspectives complètement différentes à réfléchir sur un objet commun. Donc merci Stéphanie Ruffy de participer aujourd'hui à nos travaux. Donc Stéphanie Ruffy est professeure de philosophie des sciences à l'École normale supérieure et directrice de l'Office français pour l'intégrité scientifique. Elle est membre de l'Academia Europea et de l'Académie européenne des sciences. À l'ENS, elle dirige la chaire Espace. Donc, dans la continuité de ses travaux en philosophie des sciences sur le pluralisme scientifique, Stéphanie Ruffy a développé un important programme de recherche sur la place de la science dans la cité. Et c'est à ce titre qu'on est ravis qu'elle ait accepté de parler aujourd'hui. Donc, d'une part, elle s'interroge sur la gouvernance de la recherche scientifique au sein d'une démocratie et de la participation des citoyens à ce processus. Et d'autre part, elle examine la responsabilité des chercheuses et des chercheurs vis-à-vis de la société et des effets de leur engagement politique éventuel. Toutes questions qui sont particulièrement aiguës à l'égard des technologies émergentes qui nous intéressent. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction et merci, cher Daniel, pour l'invitation à intervenir dans cette session dont l'intitulé, je crois, est « Science et bien commun », donc vaste sujet, que j'aborderai sous cet angle d'un lien entre ces attentes d'utilité au regard de la science et de l'innovation et la question de quel type de pilotage politique est adapté à ces attentes. Alors, vous me pardonnerez de commencer par un rappel d'une évidence qui est la centralité de la science et de l'innovation dans nos sociétés. Rien de nouveau sous le soleil. J'aime bien prendre cette citation de Vannevar Bush. On est en 1945. Vannevar Bush a été le conseiller, à cette époque toujours le conseiller du président Roosevelt pendant le projet Manhattan et juste après. On est en 1945, la guerre est gagnée. Pour les États-Unis en tout cas, et la question se pose, Roosevelt pose la question à son conseiller, qu'est-ce qu'on fait maintenant au point de vue du pilotage de la recherche au niveau fédéral? Et donc, je vous conseille très vivement la lecture de ce très beau document politique scientifique, Science the Endless Frontier, où Vannevar Bush rappelle cette centralité de la science. Donc vous voyez, je vous laisse lire la citation, la science est à peu près utile à toutes les dimensions de la société. Alors c'est plus vrai que jamais, bien sûr, on est toujours dans ce régime-là. Hein. Ce qui se passe dans un laboratoire ou une start-up affecte très directement la vie de chacun d'entre nous. J'aime bien souvent contraster cela avec, par exemple, à l'époque, des époques plus anciennes. On peut dire que Darwin ou Newton ont fortement impacté, évidemment, leur discipline et l'histoire des sciences. Ce qu'ils ont fait a beaucoup moins impacté la vie de l'ensemble de leurs concitoyens. Donc on est dans ce régime-là, ce qui explique sans doute, en raison de cet impact et de cette centralité pour chacun d'entre nous, ce qui explique sans doute que si on contraste avec les époques antérieures, après la guerre, mais même des époques plus récentes, et si on interroge les gens sur leur attitude ou leur degré de confiance envers la science, on a toujours un degré élevé de confiance. La science, le monde académique, le monde de la recherche reste sur la plus haute marche du podium en termes de confiance, mais on voit, et c'est très net dans beaucoup de sondages, on voit un soutien beaucoup plus conditionnel, qui n'est pas sans surprise, qui n'est pas surprenant étant donné cet impact que je viens d'évoquer. Un soutien beaucoup plus conditionnel. Aujourd'hui, l'idée que la science fait autant de bien que de mal l'emporte, à peu près la plupart des pays où il y a de la recherche intensive, sur l'idée que la science fait plus de bien que de mal, ou comme ça avait pu être le cas par le passé. D'où une demande accrue de responsabilité, sous le vocable, si pour reprendre le vocable de la Commission européenne, à une science responsable, Responsible Research and Innovation, qui est très présente aujourd'hui dans les débats publics. Alors, cette demande de responsabilité, elle se nourrit aussi d'un certain nombre de constats, et je voudrais mettre en avant ce constat suivant. Là aussi, je ne vous apprends rien, mais j'aime bien prendre cet éditorial de Nature qui date un peu maintenant, et qui met en avant un écart qui existe entre ce que la science et l'innovation, je ne ferai pas de distinction ici pour le moment, ce que délivrent la science et l'innovation, et puis les besoins
les besoins de certaines composantes de la société, avec ce constat donc qu'il existe un écart dont il faut se soucier, qu'il faut essayer de résorber, un écart entre ces résultats de la science et de l'innovation et puis les besoins, les attentes, les intérêts de l'ensemble des citoyens. D'où un appel à la responsabilité, vous le voyez dans la deuxième citation. Pour reformuler les choses dans les termes du titre de cette séance, donc, quand je poserai la question d'une science au service du bien commun, je vais adopter une approche qu'on pourrait dire, en philosophie, une approche non objectiviste, quasiment déflationniste, c'est-à-dire que je n'irai pas dans le ciel des idées pour essayer de déterminer ce qu'est le bien commun pour une société à un certain moment de son histoire, ou l'intérêt général, toutes notions extrêmement intéressantes, mais je choisis une approche non objectiviste où je réduis, en quelque sorte, si j'ose dire, en tout cas je réduis la notion de bien commun à l'ensemble des besoins et des intérêts de diverses composantes de la société. On vit aujourd'hui, là aussi je ne vous apprends rien, dans des sociétés pluralistes où des intérêts et des besoins coexistent plus ou moins pacifiquement. Et je prendrai la notion de bien commun en ce sens-là. C'est-à-dire quelle est la capacité de la science. Quand je pose la question de la capacité de la science au service du bien commun, c'est quelle est la capacité de la science telle qu'elle se pratique aujourd'hui à répondre à cette diversité d'intérêts et de besoins. Pour cela, je ferai une petite remarque d'abord sur la notion d'autonomie de la recherche, qui est une autre façon d'aborder la question. Je partagerai avec vous des éléments épistémologiques qui sont en arrière-fond de nombre de discussions sur la question du pilotage thématique de la recherche, avec notamment ce fameux argument de l'imprévisibilité en faveur d'une recherche qui serait non dirigée, on dirait une recherche fondamentale ou Blue Sky Research. Et puis je terminerai par des considérations d'ordre politique. Alors, quand on parle d'autonomie de la recherche, il y a un certain nombre de notions qui sont tout à fait consensuelles, hein, c'est-à-dire qu'on ne veut pas d'interférence de pouvoir extérieur, politique en particulier, sur la conduite et les résultats d'une enquête scientifique, et la figure repoussoire, c'est Lysenko. On est en général tous d'accord pour dire qu'on a tout intérêt, pour des raisons épistémologiques, à rester entre pairs. Donc on défend l'autorégulation, l'auto-administration de la recherche, et le peer review est l'exemple même de cet attachement à cette dimension de l'autonomie. Ce dont je vais parler aujourd'hui, hein, cette question du pilotage, elle se traduit dans le registre de l'autonomie à cette question de dans quelle mesure les chercheurs doivent-ils être libres de choisir leur sujet de recherche, par contraste avec un pilotage politique fort, on va y revenir, des thématiques de recherche. Autrement dit, quel degré d'autonomie est souhaitable épistémologiquement, hein, je vais y revenir, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'un pilotage soit contre-productif en termes de créativité ou de fécondité, je vais y revenir, et souhaitable aussi politiquement, étant donné qu'on a ce souci de réduire l'écart entre ce que délivrent les sciences et l'innovation et ce que l'on peut identifier comme les besoins et les intérêts dans toute leur diversité, encore une fois, de la société. Pour cela, il me semble qu'il faut toujours avoir quand même en tête des positionnements qui sont en arrière-fond des débats publics sur ces questions et qui est une question aussi simple que fondamentale, qui est la question qu'est-ce qui fait la valeur d'un programme de recherche dans une société comme la nôtre. Alors, vous me pardonnerez aussi de revenir à un propos très général. Si on regarde l'histoire des sciences, on voit coexister plus ou moins pacifiquement et toujours aujourd'hui deux visions traditionnelles des objectifs de la science. Donc vous reconnaissez peut-être Platon et Aristote, figurent souvent mis en avant du côté d'une vision désintéressée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce qui fait la valeur de la production de la connaissance? C'est la production elle-même de la connaissance, indépendamment des usages que l'on peut en faire. Tournant du tout début du 7e siècle, vous reconnaissez aussi peut-être Francis Bacon, le philosophe, avocat, homme d'État Francis Bacon, qui met en avant pour la première fois une vision au contraire utilitariste. Ça correspond aussi plus ou moins juste après au fondement de la Royal Society, où on voit dans les statuts de la Royal Society apparaître cette vision utilitariste en disant non, ce qui fait la valeur, enfin je simplifie outrageusement évidemment, mais ce qui fait la valeur d'un programme de recherche, c'est pas seulement le fait que ça produit des connaissances et c'est très bien, c'est que c'est utile. On n'a pas vraiment dépassé aujourd'hui cette coexistence plus ou moins pacifique et pas toujours pacifique de ces deux visions. Et je voudrais juste prendre une citation parmi tant d'autres d'une prise de parole dans l'espace public de grands chercheurs et scientifiques. Donc là, vous voyez un chimiste anglais,
Je vous laisse lire la citation. Donc là, c'est un extrait d'un manifeste qui était signé par un certain nombre de la Royal Society en faveur d'un soutien d'une recherche blue sky, c'est-à-dire non dirigée avec un horizon d'utilité, et au contraire, un soutien aux scientifiques pour qu'ils poursuivent des objectifs qu'ils jugent utiles, enfin qu'ils jugent intéressants selon, encore une fois, qu'ils suivent leur curiosité. Enfin, je vous laisse lire la citation, c'est mieux que ma mauvaise paraphrase. Donc ça c'est encore très structurant. Il y a encore nombre de tribunes qui vont mettre en avant cette tension-là. Je voudrais qu'on regarde maintenant un petit peu plus précisément les raisons pour lesquelles on peut être attaché soit à une vision très utilitariste de la science, soit au contraire y résister. Une première raison d'y résister, qui est présente depuis très longtemps dans le débat public sur ces questions, donc j'aime aussi beaucoup ce petit texte de... Enfin, ce texte, pas ce petit, enfin en longueur, ce petit texte de Richard Feynman, donc physicien bien connu, prix Nobel, qui a écrit en 1955 un texte tout à fait intéressant sur the value of science. Donc on se pose cette question depuis bien longtemps. Et je vous laisse lire directement les parties en gras, enfin les plus visibles. Qu'est-ce que dit Richard Feynman? En gros, il dit on a de bonnes raisons de ne pas trop s'intéresser ou de ne pas trop se soucier directement de l'utilité de ce qu'on fait, eh bien parce qu'on ne serait pas très bon en recherche si on faisait ça. Et en particulier, si vous attendez des comités scientifiques la résolution de problèmes sociaux complexes, vous risquez d'être déçus. En gros, je simplifie. D'accord ? Donc si on réfléchit au type d'argument qu'il y a derrière ces prises de position dans l'espace public, c'est en fait on est amené à réfléchir sur la légitimité même d'une demande accrue de responsabilité, de compte à rendre vis-à-vis de la société en général. Et pour le moment, je laisse la boîte noire société. Alors, on peut résister à cette demande accrue de responsabilité pour plusieurs raisons. On peut dire d'abord la responsabilité, cette utilité directe qui va être demandée au programme de recherche n'est pas une attente légitime. On peut mettre en avant que c'était la première citation du chimiste britannique. Après tout, quand on rentre dans la recherche académique, je ne sais pas si c'est encore vrai des jeunes générations, ça a dû changer, mais ça a peut-être changé. Mais en tout cas, on est souvent dans un face-à-face, une envie de connaître, de percer les secrets de la nature, etc. etc. Plus intéressant et sans doute plus difficile à contrer, c'est donc l'argument que je viens de prendre avec cette citation de Feynman, qui est repris aussi par Thomas Kuhn, historien et philosophe des sciences, qui est de dire, là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, non, les scientifiques sont juste pas très bons à résoudre des problèmes sociétaux, étant donné la nature des questions qui les intéressent. Et puis une autre attitude, c'est de dire, ok, oui, cette demande est légitime d'utilité directe pour la société, mais néanmoins, alors là on est content, néanmoins les scientifiques devraient rester libres de suivre leur curiosité. Et là on arrive sur quelque chose qui est encore très présent dans les débats, c'est donc l'autonomie comme condition de l'utilité. Donc j'ai simplement repris la première citation donc, qui réaffirme cette vision utilitariste de la science, et c'est pour ça qu'il faut la financer. Mais dans cette vision défendue par Van Nevaerbusch que j'ai évoquée tout à l'heure, il y a cette idée que le progrès scientifique, je lis la citation, résulte du joli des esprits qui travaillent sur des sujets de leur propre choix, guidés par leur curiosité à explorer l'inconnu. Conséquence directe pour le pilotage de la recherche, la liberté de recherche doit être préservée dans toute forme de soutien gouvernemental de la science. Et là, on a ce modèle très classique, bien connu, d'un modèle en cascade ou modèle linéaire du contrat social de la science. Donc, que doivent faire les bailleurs de fonds? Et là, on parle essentiellement de la recherche publique. Que doivent faire les gouvernants? Eh bien, ils doivent injecter de l'argent et le plus possible dans les communautés scientifiques qui s'autorégulent, qui sont parfaitement autonomes. Et à la condition de les laisser autonomes au sens de Van Nevaerbusch, eh bien, on s'y retrouve puisque vous avez de l'innovation, des connaissances, des expertises qui en ressortent. Ce modèle en cascade, là aussi je ne vous apprends rien, on ne vit plus dans ce modèle en cascade. La question est de savoir est-ce qu'on ne vit plus dans ce modèle pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ou en tout cas quelles sont ces raisons. Produire de la science utile, donc si on regarde l'histoire des sciences relativement récentes, en tout cas au XXe siècle, on voit que coexistent
ou sont en compétition de conception sur la façon dont la science doit être gouvernée pour être utile à la société. Première conception, c'est celle que je viens d'évoquer. La meilleure façon de faire, c'est de laisser le monde de la recherche remplir des réservoirs de connaissances pour de futures innovations qui vont être utiles par bien des aspects à la société. Et l'incontournable exemple, et à juste titre, l'incontournable exemple de cette position, c'est le laser. Qui aurait pu dire au début du XXe siècle, quand la mécanique quantique a été développée, que 50, je crois, ou 60 ans après, on aurait le laser avec tous les registres d'utilité de cette innovation. Donc là, vous voyez aussi qu'on est dans une vision très linéaire du rapport entre science et innovation que je viens d'évoquer. Et là, dans cette conception-là, on a raison, quand je dis on, c'est les bailleurs de fonds, les gouvernants, la puissance publique, on a raison de laisser la science non dirigée et autonome. On ne vit plus. Alors, c'est tout à fait intéressant, par exemple, aux États-Unis, de voir, dans les années 1970, le Congrès américain, qui, comme vous le savez, suit de près ces questions d'orientation de la recherche, dire OK, bon, ce modèle de Vannevar Bush, très bien, mais il semblerait quand même qu'on n'en ait pas pour notre argent. Je simplifie outrageusement. C'est-à-dire que ça produit plein de prix Nobel, plein de magnifiques articles, etc. Mais est-ce que je veux dire, la représentation politique, on en a pour notre argent si on a en tête ce critère de réduire l'écart entre ce que produit la science et les besoins des différentes composantes de la société? Et ça a commencé à craquer. Enfin, encore une fois, je simplifie outrageusement, mais c'est pas grave pour l'argument. Et donc, on bascule, et on le sait tous, on bascule de plus en plus dans cette idée que la science doit être orientée pour répondre à des besoins spécifiques de la société. Et on connaît tous ici les différentes échelles de pilotage, depuis l'échelle européenne jusqu'aux échelles des établissements, par différents programmes. Et si on bascule dans cette deuxième conception de la façon dont la science doit être gouvernée pour être utile à la société, eh bien c'est là et seulement là que s'ouvre la question politique du pilotage de la recherche, question qui ne s'ouvre pas dans la première vision, puisque modèle de l'autonomie, on laisse les chercheurs remplir le réservoir et puis on verra bien après quels usages de ces connaissances sont faits par différentes composantes de la société. Donc là, on ouvre, en ayant basculé dans ce régime-là, on ouvre la question, qui est une question, à mon sens, pas seulement à mon sens, mais, politique, du pilotage de la recherche, et je vais me concentrer sur cet aspect-là. Et donc, une chose que... Alors, déclin de ce modèle en cascade, une chose que l'on ne peut plus dire, et c'était dans cet éditorial de Nature que j'utilise de façon un petit peu orientée, mais c'est pas grave, c'est de dire, eh bien cette vision linéaire, on remplit des connaissances et après on aura un laser, et c'est formidable économiquement et pour plein de choses, eh bien ça on peut plus le tenir, ce récit-là. On ne peut plus le tenir. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut plus le tenir, ce récit-là? Ce n'est pas du tout ça n'a plus aucune pertinence, mais c'est largement insuffisant. Moi, j'aime bien cette citation d'un ancien directeur de la National Science Foundation, qui a été conseiller de Bill Clinton pour la science et la technologie, Neil Lane, et qui disait, je vous laisse lire, donc c'est que le monde change, évidemment dit comme ça paraît un peu. Le monde change, et je vais en dire un peu plus, et du coup, la façon dont la science a des comptes à rendre n'est pas la même en 2024 qu'elle l'était en 1960 ou dans des périodes antérieures, ou même en 1980. Et donc, simplement, ce qu'on peut dire, c'est que le fait qu'effectivement, il y ait davantage de comptes à rendre peut être vu comme le revers du succès même de la science et de l'innovation, puisqu'il y a... la science et l'innovation étant au centre à peu près de tout, en tout cas présentée comme telle à juste titre, eh bien on ne peut plus revendiquer de pouvoir vaquer à ses occupations. Autrement dit, on peut considérer qu'on est basculé dans un régime où les attentes vis-à-vis de la science sont beaucoup plus ciblées et beaucoup plus pressantes. Alors, on peut dire qu'on est passé d'un régime d'offre à un régime de demande. Régime d'offre, c'est le laser. On produit des connaissances et il en sort des choses, on ne sait pas combien de temps après, mais qui seront utiles. Un régime de demande, on a des besoins déjà bien identifiés. Par exemple, on doit davantage comprendre les phénomènes de radicalisation, pour le stockage de l'énergie, etc. Donc ces demandes, elles existent, elles sont dans la société. Il faut que la science y réponde. Et donc la question normative centrale, c'est cette évolution vers des attentes plus ciblées. Est-ce qu'elle est légitime et est-ce qu'elle est désirable ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut y résister? Donc une première chose que je voudrais partager avec vous, c'est des considérations épistémologiques sur un argument qui est vraiment très présent dans le débat public,
qui est ce que j'ai pu appeler l'argument de l'imprévisibilité. Autrement dit, la question est la suivante: des choix de recherche guidés par des considérations d'utilité directe bien ciblées compromettent-ils à terme la fécondité de la science et donc in fine sa capacité à être utile à produire un prochain laser dans 40 ans? Et donc vous voyez qu'il va falloir qu'on navigue entre l'écueil d'un décalage avec les besoins de la société tels qu'ils sont identifiés aujourd'hui, et puis cette idée d'une perte de fécondité ou de potentialité à plus long terme. Imprévisibilité, voilà, j'ai repris cette citation d'Albert Ferth. Je n'ai pas démarré mes travaux en me disant que j'allais augmenter la capacité de stockage des disques durs. Le paysage final n'est jamais visible du point de départ. Ça, c'est un fait qui est donc une mise en avant très systématique et à juste titre, encore une fois, de la prévisibilité de l'enquête scientifique. Une autre prise de position qui fait appel à cette imprévisibilité, on est en 2004, ça date un peu, mais pas tant que ça. Donc ça, c'est les états généraux de la recherche. Jamais une découverte scientifique n'a été obtenue en tentant de résoudre un problème social urgent, et ce n'est pas par hasard. Donc là, pas beaucoup de nuances historiques. Mais bon. La science ne peut fonctionner qu'en élaborant elle-même ses propres questions, à l'abri de l'urgence et de la déformation inhérente aux contingences économiques et sociales. C'est à ce prix, en passant par des détours parfois surprenants, que certaines questions peuvent, souvent après de multiples formulations, être en partie résolues. Et l'argument massu, l'électricité n'a pas été inventée en cherchant à perfectionner la bougie, ce qui est historiquement valable. Dernière citation qui me paraît vraiment aussi exemplaire de cette réticence au nom de l'imprévisibilité à s'engager dans des recherches avant tout dirigées vers des besoins sociétaux. Donc à l'impression de l'administrateur du Collège de France à l'époque de cette citation, je qualifierais de lysenkisme rampant l'incitation permanente à travers les programmes déclinants en questions sociétales à mobiliser les savants autour de grandes causes industrielles et humanitaires. Un certain nombre d'exemples démontrent à l'envi que les découvertes les plus récentes dans la médecine ont été faites dans un esprit de pure curiosité cognitive, et c'est l'exemple du phénomène d'interférence à ARN. Et donc, l'argument de l'imprévisibilité, c'est le suivant. Les découvertes majeures en sciences sont souvent non planifiées et ouvrent de nouveaux champs d'investigation, là on est tous d'accord. L'orientation d'une enquête scientifique par des considérations externes, ce que j'ai souvent appelé des problèmes exogènes, donc en gros pour faire court des besoins de la société, est jugée contre-productive et vaine, on ne saurait prédire l'imprévisible. Et la question donc qu'il faut se poser, c'est est-ce vraiment le cas? C'est-à-dire, est-ce vraiment le cas qu'une recherche dont l'agenda est fixé en fonction de considérations externes ou problèmes exogènes est moins propice à la survenue de l'inattendu qu'une recherche dont l'agenda est librement fixé de façon interne par des scientifiques qui suivent leur curiosité? À mon sens, cette question est largement empirique. Regardons, mais le problème, c'est qu'elle est en principe empirique, mais comment on fait pour lui apporter une réponse empirique? Et l'histoire des sciences ne nous offre pas de groupe de contrôle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le CNRS pendant 40 ans, enfin, le couper en deux et laisser la moitié du CNRS suivre sa curiosité, puis l'autre moitié du CNRS doit répondre à des problèmes exogènes, et on voit ce que ça donne en termes de fécondité de la science 40 ans après. Donc ça, on ne peut pas faire. Donc on doit revenir à des analyses épistémologiques, des conditions qui favorisent la survenue de l'inattendu. Là, je vais juste résumer des travaux, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être trop longue sur ce sujet. Donc la question c'est l'importation de problèmes exogènes. La conclusion, là je vais direct à la conclusion. Donc là, c'est un article, un projet ANR que j'ai pu coordonner, puis là, un article avec un de mes anciens doctorants. On peut montrer, à la fois en s'appuyant sur l'histoire des sciences et sur des considérations épistémologiques, on peut montrer que l'importation de problèmes exogènes peut en réalité favoriser la survenue de l'inattendu. Et vous voyez là quelques exemples de programmes de recherche empruntés à l'histoire. Vous reconnaissez sans doute Fleming, qui était très, très préoccupé par les questions de staphylocoque et d'infection dans l'armée post-premier conflit mondial. Alors, vous ne pouvez pas reconnaître parce qu'ils sont tout petits, c'est Penzias et Wilson, donc prix Nobel de physique pour la découverte du fond de rayonnement à 3 Kelvin, du fond cosmologique, un des piliers observationnels du modèle du Big Bang. Alors, on n'est pas allé directement... Alors pourquoi c'est un exemple de problème exogène? Parce que ces deux savants étaient très occupés à essayer de limiter les perturbations des transmissions radio transatlantiques. C'était ça leur objectif premier. Et chemin faisant, je vous passe toute l'histoire de cette découverte, chemin faisant, on est arrivé à des choses extrêmement fondamentales pour le développement de la cosmologie. Et là, vous reconnaissez les pétunias, c'est l'exemple
de l'ARN messager. Là, vous avez au départ, là je simplifie aussi un peu l'histoire, mais c'est pas grave, vous avez au départ des entreprises privées qui voulaient, par manipulation du génome des fleurs, avoir des pétunias avec des couleurs plus vives. Et puis, le chemin faisant, encore une fois, je raccourcis trop l'histoire, et puis conjonction avec des développements, en biologie, on arrive à ce fameux découverte des phénomènes d'interférence ARN, qui est un exemple, effectivement, d'une recherche venant de... Enfin, il y a la sérendipité là-dedans, mais ça vient d'une recherche qui était extrêmement ciblée avec des visées pratiques. Donc la conclusion, c'est que l'inattendu n'est pas forcément là où on l'attend, et qu'il ne faut pas se tromper de combat. Ce n'est pas la question est-ce qu'il faut une recherche dirigée vers un horizon d'utilité, c'est une question laissons les chercheurs, laissons le monde académique, quand quelque chose d'inattendu survient, faire fructifier cet inattendu. Et donc, il faut de la flexibilité à l'enquête scientifique, conditions propices à l'exploration de nouveaux mois. Et donc, voilà, encore une fois, pas se tromper de combat. On peut être tout à fait hostile et pour de bonnes raisons épistémologiques au fait qu'il faille dire aux bailleurs de fonds dans 12 mois, j'aurais trouvé ça, ou je pense, et dans 18 mois et dans 24 mois. Mais ça, c'est une question différente de celle de dire je m'engage dans une recherche avec un horizon d'utilité. Donc, conclusion intermédiaire, mais j'ai l'œil sur l'heure. Conclusion intermédiaire, il y a plein de bonnes raisons historiques et épistémologiques, en tout cas c'est ce que j'essaie de défendre dans un certain nombre de travaux. Il n'y a pas de tension entre choix de sujets de recherche répondant directement à des besoins, des enjeux sociétaux, comme on dit aujourd'hui, et fécondité épistémique survenue de l'inattendu et découverte extrêmement intéressante du point de vue de la dynamique interne des champs scientifiques. Maintenant, il y a une chose que je voudrais partager avec vous avant d'arriver sur le versant final politique. Là, on a parlé de la survenue de l'inattendu au cours d'une enquête scientifique. Une autre question intéressante, c'est quid des applications pratiques imprévisibles. C'est-à-dire qu'on a produit les connaissances et, bon, évidemment, très souvent, on ne peut pas prévoir quels vont être les usages. Et là, on retrouve l'exemple du laser. Et donc là, la question normative, qui est à mon sens une question politique que j'aimerais partager avec vous, et je ne suis pas sûre d'avoir encore vraiment une réponse bien stable, c'est faut-il continuer à valoriser ce type d'imprévisibilité en sciences, type laser, c'est-à-dire on produit des connaissances et puis on ne sait pas ce qui va en sortir 30 ou 40 ans et on ne sait pas non plus quels seront les usages de cela, est-ce que ça sera bien, pas bien, etc. Donc pour faire court, parce que j'ai encore deux, trois diapos, pour faire court, donc c'est à interroger, voilà, pour faire court on va dire que c'est à interroger, c'est qu'elle est bien sûr justifiée en matière... C'est une raison de le justifier, une raison tout à fait centrale de le justifier en matière de compétitivité économique. Mais encore là, je ne connais pas assez la question du lien entre recherche fondamentale et innovation pour savoir si c'est vraiment encore pertinent aujourd'hui. Donc, je botte en touche. En tout cas, on peut s'interroger sur la mobilisation de cet argument de l'imprévisibilité pour défendre une recherche fondamentale désintéressée, parce qu'après tout, finalement, in fine, à qui profite ce type d'application imprévisible? Est-ce que dans ces dynamiques-là, on arrive à davantage réduire cet écart, souvenez-vous, c'est ce qu'on veut, réduire cet écart entre ce que délivrent les sciences et la diversité des besoins dans la société. Et on peut, il me semble, légitimement attendre, dans une société démocratique, des attentes plus diversifiées à l'écart de la science. Et on peut tout à fait préférer, à un certain moment, et c'est une question politique, des objectifs ciblés à court terme, plutôt qu'un prochain laser dont on ne connaît ni l'existence ni les usages futurs. Autrement dit, il est temps de basculer complètement et sans état d'âme dans le cadran de Pasteur. En plus, j'ai hérité... pas de digression anecdotique. Le cadran de Pasteur, c'est justement dépasser ce contraste qui est encore, à mon avis, inadéquat et puis qui brouille en fait les discussions sur les politiques scientifiques trop encore aujourd'hui. Pasteur, la figure même du chercheur dont personne ne doute des contributions absolument fondamentales à la microbiologie, mais qui toujours avait dans ses travaux un horizon d'utilité, la fermentation, la vaccination, et donc il n'y a pas de tension, de contraste entre un souci d'utilité directe et
Et Pasteur est connu pour se préoccuper de façon extrêmement active de la façon dont ces connaissances allaient être employées, quel type de politique publique allait être. Il était très actif en aval, en quelque sorte, de cette phase de production des connaissances. Ça ouvre donc plus que jamais, une fois qu'on est d'accord pour tous basculer, pour basculer dans ce cadran de Pasteur, donc ça ouvre plus que jamais, et ce sera mes dernières diapos, la question du pilotage politique de la recherche. Parce que si on est dans ce cadran-là, eh bien, Use-Inspired Basic Research, eh bien, quelles priorités, quels usages prioritaires? Et donc comment dans nos sociétés, alors, quels sont les acteurs aujourd'hui? Alors, je ne suis pas du tout sociologue, donc je vais juste mettre en avant trois types d'acteurs dans les systèmes actuels de gouvernance de la recherche que l'on retrouve, si on regarde dans la plupart des pays intensifs de recherche. Là, j'ai un doctorant qui a fait sa thèse là-dessus. Un certain nombre d'entités. Bon, en France, il y a longtemps que le Conseil stratégique de la recherche n'est plus du tout actif, mais sur le papier, il aurait pu l'être davantage. Qu'est-ce qu'on voit comme acteur, en fait? En fait, c'est un mélange des interactions permanentes bien peu transparente entre différents acteurs. L'élitisme savant reste une option tout à fait structurante, c'est-à-dire que nous, chercheurs, nous, membres du monde académique, on a encore notre mot à dire à différentes échelles de pilotage de la recherche, que ce soit au niveau d'un établissement, quand on recrute, quand on alloue des fonds, quand on fait du peer reviewing de projets, que ce soit à l'échelle, quand on participe à des comités à l'ANR ou à des comités au niveau de la communauté européenne, etc. Donc et derrière cette idée-là, il y aurait cette idée que nous, membres des comités de recherche, on aurait cette faculté de saisir quels sont ces différents besoins et intérêts de la société, de les hiérarchiser, et donc de dire faisons de la recherche d'abord là-dessus. Donc là, on sent bien que si on présente les choses comme ça, on va dire ok, c'est pas parce que je suis hyper fort en mécanique des fluides ou en n'importe quel domaine ou en n'importe quel domaine académique que je suis donc pourquoi cette compétence qui est indiscutable dans mon champ de recherche me donne une compétence particulière pour savoir quelles doivent être les priorités en matière de recherche. Là, on sent bien qu'on ne voit pas très bien pourquoi on aurait cette compétence. Donc, plein de raisons de penser que l'élitisme savant est une composante non satisfaisante de la gouvernance de la recherche si c'est la composante exclusive. Alors, vous me direz, ce n'est pas la composante exclusive, on le sait. Le marché, je simplifie aussi outrageusement, on va dire les acteurs privés. Donc là, selon votre positionnement politique, vous allez considérer que le marché, les acteurs privés ont une capacité plus ou moins grande à répondre à des intérêts privés. Et puis, il y a bien sûr intérêts privés, mais la question, donc, selon votre positionnement politique, vous allez considérer que c'est l'essentiel des intérêts et des besoins de la société, ou au contraire, vous allez mettre l'accent sur le fait qu'un certain nombre d'intérêts, ce qu'on peut rappeler des intérêts généraux, ne sont pas couverts par ces mécanismes-là. Et puis, bien sûr, vous avez la représentation politique, les gens qui nous gouvernent, qui, eux, par définition même, sont chargés de se soucier de l'ensemble des intérêts de la société. Avec bien sûr une capacité qui, là aussi, je n'ai pas besoin d'en dire plus, qui est, là aussi, tout dépend de votre positionnement au regard de cette capacité de la démocratie représentative à prendre correctement en charge l'ensemble des intérêts d'une société. En tout cas, je finirai là-dessus. Quel dispositif complémentaire à cet existant? Je vous rappelle l'objectif: réduire l'écart entre ce que délivrent les sciences et l'innovation et les besoins et les intérêts de la société dans toute leur diversité. Une première chose, j'ai plus que 2 diapos, c'est bon, une première chose, c'est bon, ok. Une première chose qui me semble vraiment importante, c'est d'éviter ce que j'ai pu appeler le manque d'impartialité globale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons quelque chose qui est maintenant relativement bien connu, qui est donc, on va dire, une illustration d'un manque d'impartialité globale qui résulte d'une stratégie délibérée de fabrique de l'ignorance. Et là, on retrouve les travaux qui sont aujourd'hui assez bien connus, notamment de Naomi Oreskes. J'ai mon collègue Mathias Girel qui travaille beaucoup sur cette question à l'ENS. Donc, l'industrie du tabac, stratégie tout à fait délibérée pour privilégier la production de connaissances, par exemple, sur les facteurs génétiques qui peuvent conduire au cancer du poumon, et laisser de côté, sous le radar de la recherche scientifique,
d'autres explications possibles, en l'occurrence le fait de fumer. Donc tout ça est aujourd'hui tout à fait bien documenté, tout à fait pertinent, mais là on est dans des cas de stratégie en quelque sorte délibérée de fabrique de l'ignorance. La question moi qui m'intéresse, c'est comment éviter aujourd'hui de laisser des sujets ou des pans entiers de recherche négligés. Pourquoi? Pas parce qu'il y a quelqu'un derrière qui a une stratégie délibérée pour faire en sorte que ça reste sous le radar des recherches scientifiques, mais parce que d'abord ça ne nous intéresse pas, nous, monde académique. Par exemple, ça ne va pas nous faire une publication dans Nature ou Science, ou dans Philosophy of Science pour ce qui concerne notre champ, et ça n'intéresse pas non plus, pour de bonnes raisons, les financeurs publics ou les financeurs privés. Enfin, les financeurs publics, c'est peut-être plus problématique. Et on peut considérer qu'une forme d'engagement de la recherche publique et des acteurs de la recherche publique, c'est de se préoccuper de pallier ces trous dans la raquette. Puisque, pour le dire vite, mais il y a beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle la undone science aujourd'hui, qui met en avant le fait, pour le dire rapidement, que les rapports de force, les inégalités économiques et sociales qui traversent nos sociétés se traduisent par le fait qu'on va davantage étudier certains phénomènes que d'autres. Et la liste est longue, on pourrait y revenir pendant la discussion. Et donc, ce que je préconise, en tout cas, j'aimerais travailler davantage sur cette proposition, c'est de mettre en place pour justement, si on en revient à science bien commun, au terme de capacité à répondre à l'ensemble des besoins et des intérêts de l'ensemble des composantes de la société, eh bien, mettre en place un observatoire d'un sujet négligé qu'on pourrait mettre à l'interface de la représentation nationale des académies, où les SHS auront un rôle, et où là, on ouvre nos radars et on dit... le type de pilotage thématique qui est produit par les intérêts liés, par exemple, au marché, qu'on peut considérer comme tout à fait légitimes dans nos sociétés, nos économies de marché, ne permettent pas de couvrir l'ensemble des besoins de la société. Et donc, il faut être proactif sur cette question-là. Et dernière diapo, une façon aussi de compléter l'existant pour... pallier les trous dans la raquette que l'existant génère en matière de capacité de la science à répondre au bien commun, eh bien, là aussi, l'heure est à la participation. Là, ce n'est pas non plus extrêmement original de ma part. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors, peut-être pas sans doute impliquer les citoyens dans les processus de grande priorité de la recherche, parce qu'après tout, quand notre gouvernement ou notre président met je ne sais plus combien dans l'ingénierie quantique, c'est un choix politique que l'on peut contester, qui s'affiche comme un choix politique et que l'on peut contester d'une façon ou d'une autre dans l'arène politique, même si c'est peut-être pas les choses qu'on conteste le plus. Mais en tout cas, bon, il y a un pilotage politique qui se voit aussi au niveau européen, au niveau national, mais il y a un grain plus fin qui peut-être est mieux adapté au modèle de la conférence, des conférences citoyennes. Donc, j'avais écrit en 2020 ce petit article, ce petit tribune, mais je ne réécrirai pas exactement la même aujourd'hui. L'idée, deux choses, c'est d'abord quand on commence à demander l'avis aux gens, il ne faut pas leur dire qu'il va y avoir une décision derrière. Donc il faut, à mon sens, l'apport, il doit être avant tout un apport épistémique. C'est-à-dire qu'on prend des sujets ciblés, et la géo-ingénierie, je crois qu'on va en reparler, est typiquement un sujet qui se prête à ce genre d'exercice. Pour alimenter, pas de spécificité particulière, on le fait dans plein d'autres domaines, pour alimenter la prise de décision politique en termes de pilotage de la recherche quand certains acteurs vont décider d'investir massivement ou pas dans la géo-ingénierie. Et je vous remercie. Alors, merci beaucoup Stéphanie. On va juste prendre une ou deux questions factuelles s'il y en a dès à présent. Et puis, on continuera également la discussion après la deuxième intervention. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions auxquelles on peut répondre? Oui. Merci. J'ose à peine intervenir parce que je ne suis pas du tout un scientifique. Je suis juriste et je ne me considère pas comme scientifique. Mais vous avez utilisé des expressions qui ramènent à des notions que l'on utilise précisément dans le champ du droit. Et vous avez, au début de votre exposé et à la fin de votre exposé, parlé du bien commun et puis à la fin des intérêts. Alors, ça m'a beaucoup intéressé parce que le bien commun, c'est d'abord une conception qui remonte à saint Thomas d'Aquin et qui n'est pas, si je vous ai bien écouté, l'addition des
besoins des uns et des autres. Et je ne me suis pas trompé, c'est bien, vous avez bien défini le bien commun par la prise en compte de l'ensemble des besoins des différentes catégories. Oui. Ce qui ne me paraît pas correspondre exactement à la notion classique du bien commun, qui est justement distincte des biens et des besoins de chacun. Et c'est qui nous ramène à la notion d'intérêt général. Et vous n'avez pas parlé de l'intérêt général. Non. À la fin de votre exposé, dernière formule, les besoins et les intérêts. Oui. Et ce n'est sans doute pas innocent, parce que l'intérêt général, c'est ce qui est au cœur de la discipline que j'enseignais, le droit administratif, le droit constitutionnel. L'intérêt général, c'est ce qui importe à un ensemble. Et vous êtes revenu à propos des intérêts à la considération de partis, de particuliers. Et c'est là que je me demande s'il n'y a pas une certaine manière de fausser la présentation, le débat, pardon pour c'est une interrogation, oui. En étudiant ce problème qui est fondamental de la détermination des modalités de la recherche. Alors, ce qui m'a frappé aussi dans votre exposé, c'est que vous avez fait un exposé d'ensemble, mais vous y étiez obligé, le temps l'impliquait. Mais il y a quand même, je crois, une différence, j'utilise encore le mot fondamental, entre les sciences dures, les vraies, et les sciences sociales, celles dans lesquelles on met le droit dont je m'occupe un peu. Tous les exemples que vous avez donnés sont des exemples relevant des sciences dures. Et ce n'est pas un reproche, mais c'est très significatif. Et je ne pense pas qu'on puisse appliquer les éléments de solution que vous présentez de la même manière pour les sciences sociales, je pense fondamentalement à la sociologie. Puis alors, il y a un troisième aspect, c'est que je n'ai pas entendu, c'est peut-être parce que je vous ai mal écouté, la distinction entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, qui peut être un élément de solution pour la distinction entre ce qui relève d'une liberté et ce qui relève d'une politique déterminée. Voilà des observations que j'ose présenter, mais je le fais avec beaucoup de prudence parce que... Non, ne soyez pas prudent, c'est tout à fait. Ça me permet de préciser certains points, donc je vous en remercie. Oui, c'est bien sûr de ma part volontaire, et c'était ce que j'ai dit peut-être trop rapidement, c'est-à-dire d'avoir une approche, on pourrait dire non. Alors, je ne me suis pas du tout inscrite dans l'histoire aussi philosophique de la notion de bien commun ou d'intérêt général. C'est tout à fait volontaire. Et donc, c'est en quelque sorte une translation ou un déplacement de la question science et bien commun vers une question qui me paraît plus abordable opérationnellement. C'est-à-dire la question de savoir, et ça, c'est cet éditorial-là de Nature. Hein, je ne sais plus où il est. Bon, hop, je l'ai perdu. On ne va pas passer là. Excusez-moi, je voudrais quand même le remettre. Voilà. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il me paraît plus opérationnel en matière de réflexion sur les politiques publiques de recherche, de partir, de laisser de côté la question de l'intérêt général et du bien commun tel qu'effectivement on peut le penser dans la tradition philosophique et juridique, et de ramener ça, encore une fois, c'est péjoratif, mais je ne le pense pas, et ce serait déjà bien si on arrivait à ce que la recherche réponde à une plus grande diversité de besoins et d'intérêts. Alors ce ne serait pas le bien commun ou l'intérêt général, j'en conviens, mais ce serait, à mon sens, une amélioration sur la situation actuelle du pilotage de la recherche. Et ce serait déjà pas mal. Alors vous me direz, peut-être je manque d'ambition, peut-être, mais ce serait déjà pas mal d'arriver à réduire un peu cet écart qu'il y a entre ce qui provient de la recherche, qu'elle soit publique ou privée, et puis la diversité des intérêts de la société. Ce serait déjà pas mal. On ne sera pas à l'intérêt général au bien commun, parce que là, il faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur ces notions-là. Mais on aurait, disons, pour moi, c'est une façon, je n'ose pas dire concrète, mais en tout cas, pas à pas, de réduire cet écart et de faire, d'avoir une recherche, et notamment une recherche publique, qui laisse moins de côté un certain nombre d'intérêts et de besoins. Et encore une fois, la liste est longue. Hein, on peut penser...
Enfin, peut-être dans la discussion, on le reprendra. Mon ambition, voilà, elle est modeste en ce sens-là. Elle est théoriquement modeste peut-être, elle est certainement peut-être pas si modeste en pratique, étant donné les forces en présence qui façonnent le pilotage de la recherche. Et pour le SHS, voilà, exactement, parce que je pense que le contraste entre problème endogène, c'est-à-dire ce qui est intéressant du point de vue de la dynamique propre d'un champ et problème exogène, n'est pas l'exclusivité des sciences de la nature, mais on pourra peut-être effectivement remettre ça à la discussion. Et quant à recherche fondamentale et recherche appliquée, c'est mon petit quadrant de Pasteur. Et donc, c'est sans doute un contraste qui est moins pertinent à la fois quand on regarde ce qui se passe dans les laboratoires, et puis, d'un point de vue normatif, c'est certainement ce cadran-là, la meilleure façon de s'orienter vers... du coup, on a le meilleur des deux mondes. Hein, on garde, on garde la fécondité, et puis en même temps, on a l'utilité. On a le meilleur des deux mondes. Merci beaucoup, Stéphanie Ruffi. On va maintenant passer au deuxième exposé. Donc, après que Stéphanie, vous nous ayez donné des bases conceptuelles pour vraiment réfléchir à cette question de la sagesse collective avec la question de la responsabilité scientifique et du pilotage de la recherche de l'autre côté. On va maintenant faire un zoom sur une science particulière, donc celle de la virologie, avec Étienne Descroly, qui est directeur de recherche au CNRS au sein de l'équipe Réplicase virale, structure, mécanisme et drug design à l'université d'Aix-Marseille. Étienne Descroly est spécialiste du VIH et plus récemment a travaillé sur le Covid-19. Étienne Descroly s'attache à comprendre les mécanismes moléculaires de la réplication de virus émergents. Et son travail se distingue par un effort constant pour attirer l'attention de la société civile sur les implications des travaux faits dans des laboratoires dans son champ, sur les implications en termes de biosécurité, avec la manipulation des virus et les outils moléculaires toujours plus performants qui sont produits. Il nous invite à en débattre et donc je lui laisse la parole pour nous présenter plus en détail ce cas. Merci. Merci pour l'introduction et merci pour l'invitation aussi à discuter ensemble de cette question, à mon avis, éminemment importante pour l'avenir de nos sociétés. En deux mots, quels sont les bénéfices qu'on peut attendre des expériences en virologie moléculaire, mais également quels sont les risques que comportent ces expériences et comment est-ce que la société va devoir arbitrer ces risques. Alors cette question a été cristallisée dans mon esprit, elle était déjà latente depuis un certain moment, depuis des expériences de 2012 sur la grippe, mais au moment de l'émergence du SARS-CoV-2, cette question est devenue prégnante parce qu'il y a eu un débat qui n'est toujours pas tranché en ce qui concerne l'origine du SARS-CoV-2, à savoir qu'il y a l'hypothèse principale qui a été présentée par la commission OMS-Chine qui consiste à dire que ce virus résulterait d'une zoonose, sans pour autant qu'un certain nombre d'éléments clés qui démontrent la zoonose n'aient été identifiés pour l'instant. Et donc, d'autres hypothèses restent plausibles. Et une des hypothèses plausibles est que cette émergence résulte d'un accident de recherche. Et donc, dans ce contexte, c'est intéressant de revisiter, à mon avis, les recherches et l'évolution des techniques de recherche en virologie et de voir en quoi elles apportent des solutions, mais également elles posent des problèmes. Donc, mon exposé va être divisé en trois questions ou trois parties que je voudrais aborder avec vous. La première partie va consister à essayer de vous montrer en quoi il est absolument nécessaire de poursuivre des recherches en virologie, en quoi ça fait partie des questions essentielles pour le bien commun dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais vous parler de l'évolution des techniques en virologie et en biologie moléculaire et vous montrer en quoi il y a une accélération fantastique de ces technologies et en quoi, évidemment, ça permet de mieux répondre à un certain nombre de questions, mais aussi que ça accroît le risque biologique et que donc ça implique qu'on va devoir réfléchir à comment est-ce qu'on gère évidemment ce risque biologique. Et dans la troisième partie de l'exposé, eh bien, je reviendrai justement sur cette partie, c'est le domaine de la régulation et de discuter peut-être à l'aune de ce que je vous aurais montré
via quelques petits exemples de comment est-ce qu'on pourrait mieux envisager ces régulations des manipulations dans les laboratoires, et aussi toute la question qui est en train d'arriver également sur la table, qui est la biologie de synthèse, en quoi ça change le paradigme et en quoi ça sera probablement le prochain domaine important qu'il faudra également repenser collectivement. OK. Donc, première partie, la recherche en virologie est un enjeu de santé publique majeur, et je crois que ça, tout le monde le comprend bien, avec l'émergence du SARS-CoV-2 qui a fait en 4 ans entre 10 et 25 millions de morts. C'est quelque chose qui est considérable, parce que quand on voit d'autres épidémies importantes, par exemple le HIV qui circulait dans les populations humaines depuis le début du siècle précédent, mais qui a vraiment émergé dans les années 83, a fait depuis le début de l'épidémie environ 40 millions de morts. Donc on voit qu'en 4 ans, finalement, on a fait la moitié du nombre de morts qu'il y a eu avec l'épidémie du HIV, et puis que l'histoire de l'humanité est jalonnée d'infections virales et bactériennes qui ont eu des impacts sur la santé publique majeurs. Donc face à ça, évidemment, il est important d'étudier les virus. Et la recherche en virologie, en fait, a eu 2 grandes productions majeures en termes de molécules à activité antivirale. Le développement de vaccins, on a parlé de Pasteur tout à l'heure, ou le médecin anglais Édouard Jean Jenner qui avait découvert la variolarisation. Et en tout cas, pour faire une histoire longue, courte, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les vaccins sont un outil majeur de lutte contre les infections virales, sont extrêmement efficaces en termes d'augmentation d'expérience de vie des populations, et ont permis, entre autres, l'éradication de la variole grâce à un programme de l'OMS qui a permis d'éradiquer ce virus, et permettent également le contrôle de toute une série d'épidémies qui, jusqu'à peu, faisaient un grand nombre de morts et maintenant ne sont pratiquement plus visibles, en tout cas dans les pays qui disposent des vaccinations comme la rougeole, la rage et d'autres virus pour lesquels on dispose de vaccins. Il y a un certain nombre de virus pour lesquels on ne dispose pas de vaccin ou qui émergent. Et dans ce cas-là, on a éventuellement la possibilité d'antiviraux. Il y a très peu d'antiviraux qui sont disponibles sur le marché. En fait, quand on compte les molécules, il y a une quarantaine de molécules au maximum. Mais en tout cas, on a des molécules qui sont disponibles face aux infections chroniques, comme le HIV, comme les hépatites C, les herpès, etc. Et c'est également un bon moyen de lutte. Et donc je crois que c'est important de pouvoir justement comprendre les virus pour développer des nouveaux vaccins et des antiviraux. Donc vous savez que les virus, évidemment, sont des agents infectieux qui ne sont pas capables de se répliquer en absence de cellules. Ce sont des parasites obligatoires. Donc il a fallu développer des méthodes de recherche. Et donc les outils de recherche ici sont décrits brièvement avec l'apparition d'outils qui sont de plus en plus technologiques. Et il y a des risques biologiques qui sont accrus en fonction du type de recherche que je vais mener dans un laboratoire. Ça va de la culture de virus dans des cellules qu'on va infecter par ces virus. Évidemment, c'est la première chose qu'on va devoir être capable de faire au laboratoire pour pouvoir comprendre comment ces virus se répliquent, éventuellement développer des molécules thérapeutiques. Ensuite, on a dû développer des méthodes de clonage de génome, je reviendrai là-dessus, qui permettent d'avoir des outils moléculaires pour faire de la mutagénèse et comprendre la fonction des gènes. Donc en mutant les gènes qui codent pour certaines protéines, eh bien, on va pouvoir avoir des virus qui ont des propriétés biologiques altérées, et on va donc pouvoir comprendre comment ces virus sont capables d'être efficaces pour se répliquer ou infecter de manière productive tel ou tel organisme. On a dû développer des modèles animaux, et ça c'est très important pour la vaccination. Si on n'a pas de modèles animaux, on ne peut pas développer de vaccins. Et il y a des avancées technologiques qui sont très importantes depuis les 10 dernières années, notamment avec les systèmes d'édition du génome dit CRISPR-Cas9, qui permettent de faire des souris dites humanisées et qui permettent d'avoir des modèles pour des virus humains pour lesquels on n'avait pas de modèle jusqu'à présent. Et ça change la donne en termes de développement de vaccins, entre autres, et de molécules thérapeutiques. Et ensuite, il y a des expériences de manipulation des génomes complexes, comme les expériences qu'on appelle, et qui sont mal nommées, de gain de fonction, dont j'ai parlé également dans cet exposé, et qui sont sur la sellette actuellement, en tout cas largement aux États-Unis, et qui sont un petit peu discutées en Europe, parce qu'ils comportent des risques biologiques qui sont évidemment importants quand on réalise ces expériences sur des virus à potentiel pandémique.
Donc, face à ces risques croissants, en fait, on a évidemment des moyens pour se protéger. Alors, ceci, c'est le triangle de la biosécurité. Et donc, la biosécurité, elle repose d'une part sur la nature du virus qu'on va étudier. Tout le monde comprend aisément que si je travaille sur un virus qui infecte uniquement une espèce animale, le risque biologique pour l'homme est beaucoup moins important que si je travaille sur un virus humain, et même si je travaille sur un virus humain à potentiel pandémique ou très mortel, le risque est croissant. Et donc, ça va impliquer évidemment qu'en fonction de la nature du virus, il va falloir adapter les mesures de confinement. Et vous savez que les laboratoires de sécurité sont classés de niveau 1 à niveau 4 et qu'on va, en fonction de la nature du virus, choisir le niveau de biosécurité qui est le plus approprié. Le troisième pilier de ce triangle de la sécurité est la nature des expériences. Évidemment, si je fais une expérience où je mute le génome et je perds la capacité de réplicative, eh bien, je peux m'attendre à ne pas devoir augmenter le niveau de biosécurité, mais quand je vais faire des expériences qui sont de plus en plus dangereuses, comme des passages en série, je reviendrai là-dessus en détail après, la reconstruction de virus synthétiques ou des expériences gain de fonction, là, je peux acquérir des virus qui ont des capacités augmentées. Et donc, on s'attend évidemment à ce qu'on va devoir moduler le niveau de biosécurité en fonction du type d'expérience, de manière à assurer la protection des expérimentateurs et des populations. Alors, les accidents de laboratoire existent. C'est quelque chose qui est mal connu et mal décrit, mais quand on fait l'analyse de la littérature, on peut voir que ça existe et que ça a quand même été traité par la communauté. Je crois qu'un des accidents de laboratoire qui est le plus connu, c'est l'épidémie du virus Marburg, justement dans une ville en Allemagne qui héberge un laboratoire de virologie important et je crois que c'est le seul P4 allemand qui est dans cette ville-là. Et en fait, en apportant des singes d'Ouganda, des expérimentateurs ont été infectés par ces virus et ça a conduit à une épidémie locale d'un virus qui est apparenté Ebola et qui a fait plusieurs morts et une cinquantaine de personnes, un peu moins, une quarantaine de personnes qui ont été infectées dans la ville. Alors, ce qui est important, c'est quand un accident de recherche ou de laboratoire est correctement traité, eh bien, on peut mettre en place des contre-mesures efficaces. Et justement, cet exemple est très très bon parce que la conséquence de cet accident est que depuis, on ne peut plus utiliser des singes qui sont directement collectés dans la faune sauvage pour faire de l'expérimentation animale. On doit travailler des singes qui sont élevés à dessein et qui sont testés de manière à éviter qu'ils soient infectés. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les accidents, mais je vais vous parler d'un deuxième accident qui est très important et qui est également méconnu, qui est lié à une infection par un virus du type H1N1, qui est un virus de la grippe, une épidémie qui a émergé en 1977 et dont pendant très longtemps on ne savait pas qu'elle résultait d'un accident de laboratoire. Ce n'est que plus récemment, en comparant le génome du virus qui a circulé pendant ces années-là avec des virus qui étaient conservé dans des congélateurs, qu'on s'est rendu compte que ce virus, au niveau de sa séquence génétique, était identique à un virus qui circulait 27 ans plus tôt. Or, vous savez que les agents infectieux, ils évoluent chaque fois qu'ils se répliquent, et donc un virus grippal ne peut pas avoir le même génome à 27 ans d'écart. Et donc, ça implique que ce virus-là, en fait, est sorti d'un congélateur, probablement d'un laboratoire de recherche qui n'a pas été identifié, et a donné naissance à une épidémie qui a donné environ entre plusieurs centaines de milliers de morts. L'estimation est autour de 700 000 morts. Le poxvirus, depuis qu'il a été éradiqué, est sorti une fois d'un laboratoire de recherche également. Et alors, peut-être pour terminer ici, le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2 sont sortis à plusieurs reprises de laboratoire. Le SARS-CoV-1, au moins 4 fois de laboratoire, 3 fois de laboratoire P3 et 1 fois de laboratoire de type P4. Et le SARS-CoV-2 a également été identifié 1 fois en Chine pour être sorti d'un laboratoire de type P3. Donc ça indique que même quand on prend des mesures de biosécurité qui sont importantes, parce que P4 c'est quand même un niveau de biosécurité qui est très 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 contraint, quand on travaille sur des virus respiratoires qui se transmettent par aérosol, le confinement est quand même quelque chose qui est difficile et les accidents existent. Alors face à ça, évidemment, il y a une croissance des mesures de biosécurité dans le monde et cette croissance a été très importante et ici est représentée globalement les laboratoires de type P4 qui sont connus dans le monde avec l'Europe qui est très bien représentée en termes de quantité de laboratoires P4 vu qu'il y a un très grand nombre de laboratoires P4 en Europe, la France en
en compte 3, 2 militaires plus 1 civil. Et je crois que les laboratoires qui sont présentés ici sur la carte sont principalement les civils, parce qu'on n'a en général pas la connaissance des laboratoires militaires qui sont présents dans les différents pays. Okay. En Chine, jusqu'à présent, il y avait assez peu de laboratoires de type P3, je crois de type P4, il y en avait 2, mais ils ont annoncé, suite à la crise Covid, qu'ils allaient en construire 1 par province. Donc, on pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle, évidemment, l'accroissement des laboratoires de type P3 et P4, mais ça dépend, parce que évidemment, ça veut dire qu'on va accroître des expériences sur des virus qui sont en potentiel pandémique et qui sont extrêmement dangereux. Et donc, il ne faudrait pas que cet accroissement du nombre de laboratoires soit lié au fait qu'on fasse des expériences de plus en plus dangereuses. Il faudrait que ça soit associé au fait qu'on va finalement transférer des expériences qu'ils faisaient dans des laboratoires de type 2 en type 3 et des laboratoires de type 3 en type 4. Et à ce moment-là, on peut imaginer que l'accroissement du nombre de laboratoires sera associé à une augmentation de la biosécurité, ce qui n'est pas nécessairement acquis. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la biosécurité. Maintenant, je voudrais passer à la partie plus technologique des expériences qui sont réalisées. Donc ici, j'ai fait une liste des évolutions technologiques importantes de ces dernières années. Et j'en recommenterai en détail certaines. Certaines, je n'aurai pas le temps de repasser, mais je voudrais juste vous dire que la virologie a commencé par des expériences de passage de virus en série sur des cellules humaines. Je vais vous montrer en quoi ça peut être important, par exemple, pour le développement de vaccins. Et c'est comme ça que le développement du vaccin contre la polio, au départ, a été réalisé. On peut identifier des mutants qui échappent aux antiviraux ou à des vaccins. C'est très important pour identifier les cibles thérapeutiques, justement, et ce sont des méthodologies qui sont utilisées tous les jours dans les laboratoires de virologie et qui sont vraiment importantes pour la mise sur le marché des antiviraux, par exemple. On est capable de construire des virus recombinants depuis maintenant à peu près 30 à 40 ans, notamment le virus de la vaccine est très utilisé pour faire de la production de protéines recombinantes et de protéines vaccinales, et donc c'est des outils qui sont disponibles depuis longtemps. Ensuite, on a été capable de construire des clones moléculaires, c'est-à-dire des plasmides dans lesquels on a le génome entier d'un virus et on va pouvoir utiliser tous les outils de la biologie moléculaire pour faire des mutations ou des délétions dans ces génomes et donc comprendre les fonctions des gènes viraux. Et donc, en aval, donc, il y a eu les métagénèses dirigées et les expériences de génité inverse qui amènent à la notion de gain de fonction ou perte de fonction, qui sont en anglais GOF ou LOF. Et donc, pour faire une histoire longue, courte, un gain de fonction, globalement, c'est quand je vais produire un mutant qui va acquérir une nouvelle fonction avec des capacités accrue, par exemple, d'infection d'une lignée cellulaire ou de contagiosité plus élevée ou de pathogénèse plus élevée. À ce moment-là, on va parler de gain de fonction. Et une perte de fonction, c'est quand on va observer, suite à ces mutations, les phénotypes inverses, c'est-à-dire que le virus, la mutation va altérer un gène qui fait que le virus va avoir une capacité de réplication qui est altérée. Donc, ce qui est important de bien comprendre quand on parle de gain de fonction et de perte de fonction, c'est qu'au préalable, quand on construit les mutants, on a évidemment une hypothèse sur les conséquences que pourraient avoir les mutations dans un certain nombre de cas. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois on a des surprises. Parfois, on croit faire une mutation qui va déléter un gène et qui va altérer une fonction. Et au final, quand on regarde expérimentalement, c'est de la recherche, on va observer un gain de fonction. Donc, c'est très difficile de classer les expériences de gain de fonction des expériences de perte de fonction. Ensuite, les expériences sur des animaux modèles transgéniques sont apparues. Et puis, les assemblages de virus par fragments et les constructions de virus synthétiques, c'est quelque chose de très important maintenant. C'est la biologie de synthèse, c'est quelque chose qui est en train d'arriver dans tous les laboratoires de recherche. Pour l'instant, ça passe encore par des sociétés. On commande des gènes, on assemble les génomes à partir de gènes qui sont commandés. Mais d'ici 2 ou 3 ans, nous aurons dans les laboratoires des imprimantes de génomes et on pourra imprimer à façon les gènes sans qu'aucun contrôle ne soit possible sur ce qui se passe dans les laboratoires. Ça va poser des questions de biosécurité qui sont extrêmement importantes et je crois qu'on n'est absolument pas préparé à ces questions. Et j'ai quelques exemples avec la synthèse du virus de la polio en 2002, le virus de la grippe espagnole qui a été reconstruit en 2005, à partir des séquences directement. Il suffit d'un fichier avec la séquence informatique du génome du virus qui est disponible dans toutes les bases de données qui sont ouvertes au public. Eh bien, on peut aujourd'hui reconstruire le virus de la grippe espagnole, la reconstruction de virus beaucoup plus grands comme les poxvirus
Donc les poxvirus, c'est les virus associés de la famille de la variole. Donc on peut reconstruire sur base séquence aujourd'hui le virus de la variole, c'est possible. La reconstruction de rétrovirus endogènes, c'est-à-dire que ce sont des virus qui ont infecté ancestralement l'espèce humaine et qui sont intégrés dans les génomes et qui ne sont plus infectieux parce qu'ils ont perdu les fonctions. Il y a des gens qui ont été capables de récupérer à partir du génome ces rétrovirus endogènes et de reconstruire des virus qui étaient actifs et capables d'infecter des cellules. Et enfin, les expériences gain de fonction sur des virus à potentiel pandémique. Donc, de cette liste, je vais vous montrer très brièvement et de manière très simplifiée comment marchent certaines expériences qui sont importantes pour la recherche. Et j'ai classé les expériences que je vais vous montrer avec des risques de plus en plus importants dans les expériences. Donc, premièrement, les passages de virus en série sur des cellules. Ici, on a un virus, vous voyez qu'il a une protéine de spike ici qui est à l'extérieur, qui est rouge, et on va le passer on va produire ce virus dans des boîtes de culture, et les virus qui vont être produits vont avoir des variations génétiques, parce que chaque fois qu'un virus copie son génome, il fait des erreurs. Et donc, si je récupère les virus produits et que je réensemence une culture, et puis que je récupère le virus produit, que je réensemence et ainsi de suite, eh bien, petit à petit, je vais sélectionner des mutants qui sont tout à fait adaptés à la culture cellulaire, et donc ils vont se répliquer de manière plus efficace dans cette culture cellulaire. C'est ces méthodologies qui ont été utilisées pour justement construire les premiers virus vaccins contre la polio, parce que quand on travaille sur une unicellulaire, par exemple, qui n'est pas humaine, eh bien, on va pouvoir petit à petit sélectionner des virus qui perdent leur haute capacité d'infection chez l'homme et qui vont acquérir des mutations qui font qu'ils vont avoir une moins bonne fitness vis-à-vis de l'homme. Et donc, ça a comme conséquence finalement que ces virus ils sont atténués et qu'on va pouvoir les utiliser éventuellement comme souche vaccinale. Donc là, on voit que ces expériences dans ce cas-là ne comportent pas des risques extrêmement importants et ils permettent de développer des vaccins. De même, on peut envisager de faire le même type d'expérience ici dans des souris, par exemple, transgéniques qui peuvent être humanisées. Donc imaginez par exemple que j'ai un coronavirus ici qui infecte naturellement des chauves-souris et que j'ai développé des souris qui sont humanisées pour le gène qui permet au virus de rentrer dans les cellules humaines. Okay ? Et donc, si au départ j'infecte les souris avec ce virus, le virus va être très incapable ou très faiblement capable d'infecter ces souris, parce que le récepteur, cette protéine-là, n'est pas tout à fait adapté au récepteur humain, il est adapté au récepteur de chauve-souris. Mais si je répète et je répète et je répète l'infection à haute dose jusqu'au moment où le virus va petit à petit s'adapter au récepteur humain qui présente chez cette souris, eh bien, à l'issue, je vais avoir un virus en fait, qui sera adapté dans les souris et qui aura acquis une nouvelle propriété éventuellement. Et cette nouvelle propriété, c'est la capacité éventuellement d'infecter l'homme, ce que le virus initial n'était pas capable de faire. Donc on voit déjà qu'ici, ces expériences ont comme bénéfice, par exemple, de pouvoir comprendre comment un virus va franchir la barrière d'espèce et de voir si un virus est capable éventuellement de franchir la barrière d'espèce. Mais le risque que je prends, c'est que je ne connais pas la trajectoire qu'aurait ce virus s'il échappe du laboratoire ou s'il infecte une des personnes qui manipulent ce virus dans le laboratoire. Donc on voit qu'on a acquis des connaissances, mais par contre, le bénéfice pour les sociétés est peut-être beaucoup plus discutable déjà. Alors j'en viens aux assemblages des virus par fragments, et c'est pour vous montrer, par exemple, ici, c'est un travail qui a été fait en Suisse au début de l'émergence du SARS-CoV-2, qui est résumé très brièvement. Et donc, vers janvier 2020, on avait des séquences du SARS-CoV-2 qui est disponibles au laboratoire. Et ce qu'on fait, le laboratoire suisse ici, ils ont commandé des gènes de synthèse qui correspondent à tous ces petits fragments, donc c'est 30 kilobases, le génome, et donc ils ont fait des gènes synthétiques. Ils ont assemblé par copier-coller, simplement. On a des enzymes pour faire du copier-coller dans le laboratoire. Ils ont assemblé tout ça dans une construction génétique. Et à partir de cette construction génétique, ils ont transcrit l'ARN du virus qu'ils ont transfecté dans des cellules. Et ils ont pu récupérer à partir de ces cellules transfectées du virus qui était totalement infectieux, était absolument identique au SARS-CoV-2 de la souche de Wuhan initiale. Et donc ça, ils ont pu faire ce travail en moins d'un mois dans un laboratoire de virologie classique. Donc ça vous montre l'accélération de la recherche. Je vous rappelle que pour construire les premiers clones moléculaires du HIV, il a fallu à peu près 5 ans. Donc aujourd'hui, faire ce genre d'expérience sur le SARS-CoV-2, c'est à peu près 1 mois de travail. Alors une fois qu'on a ces clones moléculaires, soit
par assemblage génétique, soit par d'autres méthodes de clonage. On peut faire de la mutagénèse dirigée, et il y a un certain nombre d'expériences de gain de fonction qui ont été faites, notamment sur le virus de la grippe, par le groupe de Ron Fouchier. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte, globalement on sait que les virus grippaux sont à haut potentiel pandémique chez l'homme, et donc il y a une inquiétude dans les sociétés de l'évolution éventuellement de virus de grippe aviaire et de la transmission de ces virus de grippe aviaire vers l'homme. Et on suit ça depuis des années parce que régulièrement on voit des franchiments de barrières d'espèces, et on a pu identifier depuis des années toute une série de mutations dans des protéines de ce virus aviaire qui sont associés au fait que les virus peuvent être fortement infectieux chez l'homme. Et donc on a un catalogue finalement des facteurs de virulence aviaire qui est connu et qui est décrit et qui est très utilisé d'ailleurs, parce que c'est ça qui est utilisé quand on fait de la surveillance dans les élevages de canards pour savoir si on doit déclencher de l'abattage systématique. On surveille l'apparition de mutations de virulence qui sont particulièrement inquiétantes, et si c'est le cas, ça va amplifier le niveau de contre-mesure et d'abattage qu'on va décider. Donc c'est un pilote finalement qui va nous aider à décider si on abat ou pas des grandes quantités d'élevage. Et donc on connaît ces facteurs de virulence juste par les analyses génétiques depuis très longtemps. Et donc l'idée de Ron Fouchier était assez simple, c'est qu'il s'est dit, ben, voilà, on a un virus aviaire, on va lui introduire de force 5 facteurs de virulence qu'on considère comme étant des facteurs de virulence qui sont très importants pour la transmission par aérosol et pour l'infection mammifère. Et donc l'expérience qu'il fait est assez simple. Donc le modèle mammifère ici, ce sont les furets. On a des furets dans une première cage qui sont séparés de furets dans une deuxième cage. Et la séparation ici, c'est des parois percées. Donc s'il y a transmission par aérosol, ces furets-là vont être infectés. S'il n'y a pas de transmission par aérosol, que par contact, il n'y a que les furets de cette cage-là qui vont être infectés. Et donc quand il fait ces expériences-là, en fait, au départ, ce virus est capable d'infecter, mais pas très très bien, les furets. Et il n'y a pas de transmission par aérosol. Et quand il introduit ces mutations dans les facteurs de virulence, eh bien, il voit qu'il y a une très bonne infection avec des charges virales plus élevées chez les furets, et il voit surtout que 3 animaux sur 4 sont contaminés par transmission par aérosol. Donc ça, c'est typiquement une expérience dite de gain de fonction qui pose vraiment des problèmes, et d'ailleurs qui a été fort débattue dans la littérature scientifique au moment où c'était fait. Et la question de la publication ou non de ces résultats a été posée, parce qu'on ne connaît pas la trajectoire que pourrait avoir ce virus s'il sortait. Il a acquis toute une série de facteurs de virulence que peut-être il n'acquérirait jamais naturellement, parce qu'on a forcé véritablement faire acquérir simultanément ces 5 facteurs de virulence. C'est un événement qui est extrêmement improbable. Et donc il a pu observer que ça marchait parce qu'il a d'une part forcé le franchissement de la barrière d'espèce en introduisant ces mutations, mais également parce qu'il a introduit une pression de section en étudiant la réplication dans un modèle mammifère qui peut mimer la transmission interhumaine. Donc ça, c'est le vrai problème de ces expériences de gain de fonction. Je vais passer là-dessus. Ensuite, chez les coronavirus, le même genre d'expérience a également été réalisé aux États-Unis d'abord, puis en Chine ultérieurement. Et je vais vous montrer un petit peu quelle était l'idée de ces projets. Je crois que c'est important de bien les comprendre. Donc, globalement, ce qu'on sait depuis 2003, c'est que des SARS-CoV sont présents chez les chauves-souris et ont donné notamment naissance à l'épidémie de SARS-CoV-1 en 2003. Et donc, la question qui se posait est, est-ce que dans le réservoir de chauves-souris, il existe d'autres coronavirus de la même famille qui pourraient éventuellement franchir la barrière d'espèce et donner une pandémie mondiale? Et donc, l'idée était assez simple, c'est on va aller dans la nature, on va échantillonner les chauves-souris, et on va séquencer le génome et essayer de cultiver les virus qui sont présents chez les chauves-souris pour essayer de voir si parmi ces virus, certains sont capables d'infecter des cellules humaines ou des souris transgéniques humanisées. La difficulté, c'est quand on essaie de faire ces expériences, c'est assez difficile. C'est très difficile d'obtenir des virus à partir des échantillons biologiques, parce que la plupart des échantillons biologiques en fait, contiennent des virus qui sont non infectieux, qui sont partiellement dégradés, etc. Et donc globalement, on doit avoir dans l'ensemble des laboratoires de recherche du monde aujourd'hui peut-être une petite dizaine, même pas une petite dizaine de bêta-coronavirus qui ont été isolés directement à partir d'animaux infectieux. Alors ça, c'est un problème parce qu'on ne peut pas répondre à la question de savoir si chez ces coronavirus, il y a des coronavirus qui peuvent potentiellement franchir la barrière d'espèce. Et donc l'idée est assez simple, c'est on va faire un clone moléculaire d'un virus sauvage ou d'un de ceux qu'on a réussi à collecter,
et on va obtenir les séquences de tous les coronavirus qu'on collecte dans les échantillons. Et ça, c'est très facile. On a des milliers de séquences de coronavirus qu'on peut directement obtenir de la métagénomique, simplement en collectant les fécès de ces animaux et en séquençant les fécès. Eh bien, on peut avoir des milliers de séquences des protéines d'enveloppe qui sont présentes à la surface de ces coronavirus. Et on va faire de l'ingénierie moléculaire. On va faire du copier-coller, c'est-à-dire qu'on va synthétiser les gènes qui codent pour la protéine spike qui est ici, qu'on a identifié par le séquençage, et on va les coller dans un fond génétique d'un virus qu'on a été capable de synthétiser génétiquement au laboratoire. Donc on fait des virus qui sont chimériques. Et puis ce qu'on va faire, c'est on va étudier si ces virus chimériques sont capables ou pas d'infecter des cellules humaines. Et s'ils infectent des cellules humaines, eh bien, on pourra conclure finalement que ces coronavirus ont un potentiel franchissement de la barrière d'espèce. Et s'ils n'ont pas cette capacité, on pourra conclure, eh bien, dans cette colonie-là ou cette souche-là n'a pas de potentiel de franchissement de barrière d'espèce. Avec l'idée sous-jacente, c'est si on fait de la surveillance dans les colonies de chauves-souris, on saura quels sont les endroits au risque et éventuellement on pourra décider éventuellement d'éliminer ces colonies ou d'interdire la fréquentation des grottes ou des caves dans lesquelles ces colonies sont présentes. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, hein. Et ici est représentée une expérience. Vous voyez ici le virus au départ est un virus où tout le génome était en gris, et par ces expériences de copier-coller, hein, c'est vraiment du copier-coller, ils ont introduit le gène vert ici qui code pour la spike protéine d'un autre virus qu'ils ont séquencé. Ils ont fait ça avec toute une série de virus, et ici c'est une expérience typique de ce type-ci. Et vous voyez que ces virus chimériques ont chacun une spike protéine, donc la protéine ici qui a une couleur différente, qui montre que ce sont des génotypes différents. Et ils ont injecté ces différents virus à une souris transgénique qui est humanisée pour le récepteur AC2, qui est le récepteur d'entrée. Et ils peuvent montrer ainsi que par rapport au virus initial qui était ici en rouge, pour lequel il y a peu de perte de poids et donc l'infection est assez faible, eh bien, ils ont des virus qui conduisent à des pertes de poids beaucoup plus significatives et donc qui sont beaucoup plus infectieux que le virus initial qui avait été identifié. Donc, ils ont un véritable gain de fonction qui est observé. Et quand on regarde les titres viraux, c'est des échelles logarithmiques, on voit qu'on a une augmentation entre 2 et 3 logs du titre viral avec ces virus chimériques par rapport au virus initial, ce qui indique véritablement que ces virus sont capables de se répliquer de manière beaucoup plus efficace dans ces souris. Donc ça, ces expériences-là posent des véritables problèmes parce que l'apport, finalement, pour nos sociétés est, à mon sens, relativement modeste, dans le sens, oui, on a compris que dans le réservoir de chauves-souris, il y avait des virus qui potentiellement avaient des génotypes qui pourraient infecter les cellules humaines, mais par contre, on a construit des virus au laboratoire dont on ne peut absolument pas prévoir la trajectoire s'ils échappaient du contrôle de l'expérimentateur. Alors, il me reste combien de temps ? 5 minutes. Je vais y arriver. Donc, je vais encore un petit peu complexifier l'histoire. Et ici, c'est pour vous montrer une autre expérience qui était une expérience de perte de fonction, hein, qui est réalisée toujours chez les coronavirus. Ça a été fait en Espagne il y a quelques années. La référence du papier est ici. Et donc, l'idée ici est assez simple. Ils étudiaient le MERS coronavirus. Donc, c'est un coronavirus qui est proche du SARS-CoV-2, qui est transmis à partir des chameaux et dromadaires vers les éleveurs et qui donne entre 30 et 40% de taux de mortalité lorsqu'il y a des transmissions. Heureusement, il y a peu de transmissions interhumaines et donc les épidémies sont contrôlables jusqu'à présent de MERS coronavirus. Et donc l'idée du travail ici, c'est il y avait un gène qui s'appelait le gène 5 et leur idée était de dire on ne connaît pas la fonction de ce gène, on va le déléter. Et donc, ils font une construction, cette fois-ci, où ils délètent le gène. Et si vous posez la question dans les comités scientifiques, des virologues, tout le monde vous dira, si on délète un gène, a priori, si un gène est là dans un virus, c'est qu'il a une fonction biologique importante s'il est conservé, surtout que les virus ont des génomes qui sont extrêmement courts. Et donc, on va avoir un virus qui est atténué. Et le résultat des expériences, c'est juste l'inverse de ce qu'on imaginait. Ici, on a des virus sauvages. Ici, par exemple, non, ça c'est non infecté. Ici, on a le virus sauvage. Et le virus Delta 5, vous voyez, conduit à une mortalité beaucoup plus importante, ici aussi, et beaucoup plus rapide des animaux, une infection beaucoup plus importante et rapide des animaux. Donc on a finalement une expérience qui était au départ prévue pour être une expérience de perte de fonction, qui conduit à un gain de fonction avec un virus qui est hyper létal, sachant que ce virus, déjà, au départ, est un virus qui est extrêmement pathogène chez l'homme. OK. Alors,
Je ne peux pas parler de ce sujet sans dire qu'il existe des alternatives moins risquées aux expériences de gain de fonction, notamment des expériences qu'on appelle la construction de virus pseudotypés. Alors ça ne répond pas à toutes les questions auxquelles on a accès quand on fait une expérience de gain de fonction où on fait un vrai virus réplicatif. Mais en tout cas, on peut construire des virus chimériques où on peut questionner la capacité du virus à rentrer dans une cellule, et donc la qualité des protéines spike à reconnaître ou pas le récepteur cellulaire, sans pour autant avoir un système qui est capable de se répliquer et de se transmettre. Et donc on peut quand même avoir une réponse partielle en faisant des expériences qui sont évidemment beaucoup moins dangereuses, mais qui seront un petit peu moins informatives. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans le processus scientifique, quand on fait ce genre d'expérience, si vous êtes amené à identifier par exemple un gène d'une protéine spike qui reconnaît bien le récepteur ACE2 et que vous allez tenter de publier dans une grande revue comme Nature, ce que naturellement vont vous demander les reviewers, c'est démontrer que c'est également le cas pour un virus chimérique, et à ce moment-là, on va considérer votre papier pour publication parce que vous avez montré dans un système viral modèle réel que ce virus est infectieux, alors que ces expériences-là. Donc il y a finalement aussi, il faut questionner en fait dans la question de la régulation des expériences gain de fonction, quel est le poids de la communauté scientifique et du processus de reviewing dans le fait de la course aux armements finalement dans les expériences qui sont réalisées dans le laboratoire. Donc, il me reste quelques minutes pour essayer de conclure sur les régulations. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au niveau régulation, en fait, il n'y a pas de régulation internationale contraignante véritablement efficace sur ces sujets. Probablement que les pays qui sont les plus avancés sur ce sujet sont les États-Unis, pour lesquels, après les expériences de Ron Fouchier sur la grippe, il y a eu un moratoire sur ces expériences qui a été opéré pendant 5 années, je crois de 2014 à 2017, et qui a été suivi par un protocole strict défini pour le financement des expériences de gain de fonction qui doit être reviewé par des comités ad hoc, de manière à ce que le comité s'assure que les expériences soient réalisées dans des niveaux de biosécurité qui soient compatibles avec la dangerosité de l'expérience, ou éventuellement qui décident que les expériences sont trop dangereuses et ne peuvent pas être mises en œuvre. En France, il n'y a pas de régulation à proprement parler des expériences gain de fonction. Par contre, il y a une régulation qui est assez stricte sur les micro-organismes et toxines, qui fait qu'il y a un nombre très restreint de laboratoires en France qui peuvent réaliser ce type d'expérience. Et dans le monde, il n'y a évidemment pas d'organismes internationaux qui est capable de surveiller ces expériences, et il n'y a pas non plus de normes internationales en ce qui concerne les niveaux de biosécurité de type P3, P4. Chaque pays a ses normes et définit également quel type d'expérience doit être réalisé dans quel type de laboratoire. Et je prends par exemple un exemple pour illustrer la problématique. Les expériences de gain de fonction qui se faisaient aux États-Unis sur les coronavirus, de construction de virus chimiques, nécessitaient un confinement de type P3 avant le moratoire, et quand elles ont été transférées en Chine, elles ont été réalisées dans des conditions de type 2 principalement, et parfois en laboratoire type 3. Donc finalement, la régulation aux États-Unis a eu comme effet pervers que ça a proféré un avantage concurrentiel à la Chine pour réaliser des expériences dans des conditions de biosécurité qui étaient inférieures à ce qui était le cas aux États-Unis. Et donc ça pose évidemment la question de la régulation internationale de ce type d'expérience. Donc le risque est évidemment international car les virus n'ont pas de passeport. Ça, je crois que personne ne doit être convaincu de ça, mais on l'a bien vécu avec la crise du Covid. Il est nécessaire de développer des outils tels que les boîtes noires biologiques. Et ça, je crois que c'est important. Il faut qu'on ait une norme internationale sur les P3 et les P4 avec des boîtes noires biologiques. Comme dans les avions, on a mis des boîtes noires. Il faudrait que ces laboratoires soient équipés de boîtes noires dans lesquelles on aura la copie des séquences des virus qui sont travaillés dans le laboratoire. Comme ça, quand il y a une émergence, on peut voir si ces virus proviennent ou ne proviennent pas de laboratoire, avec des prélèvements sur les filtres et du séquençage pour voir si ce qui est décrit dans les cahiers de laboratoire correspond à ce qui est réellement réalisé, et avec des expériences qui doivent être décrites proprement dans les cahiers de laboratoire pour pouvoir accéder au laboratoire de type 4 au moins, et j'espère à moyen terme après en laboratoire de type P3. Et il serait nécessaire de créer une instance de contrôle internationale pour justement suivre et garder les copies de l'ensemble de ces
de ces cahiers de laboratoire et de ces séquences. Donc, les messages que j'espère vous allez retenir de cette présentation sont les suivants. Les virus émergent et sont un problème de santé publique majeur, et on va être confronté dans l'avenir encore à d'autres émergences. Je vous invite à regarder ce qui se passe aux États-Unis pour l'instant avec la grippe aviaire, qui est évidemment très problématique, et il y a un gros risque d'émergence. Il est indispensable de pouvoir étudier les virus en laboratoire pour développer des vaccins et concevoir des médicaments. Les bénéfices de santé publique de ces contre-mesures sont considérables. Les expériences virologiques comportent des risques, et l'évaluation minutieuse de ces risques est un enjeu sociétal majeur et doit être réalisé pas qu'au niveau des chercheurs, mais au niveau des sociétés et au niveau international. Il est nécessaire de développer des nouveaux outils de virologie moléculaire pour travailler plus en sécurité. Je n'ai pas eu le temps de développer, mais on peut faire des modèles animaux aussi un petit peu comme les pseudovirus. On pourrait envisager de faire des nouveaux types de modèles animaux. Les accidents de laboratoire sont documentés et l'analyse des accidents doit permettre d'adapter les mesures de sécurité. Les expériences de gain de fonction, en particulier sur les virus à potentiel pandémique, posent des questions et devraient être arbitrées pour nos sociétés. Moi, personnellement, je considère que ces expériences devraient être interdites, mais je peux comprendre qu'il y a un débat, mais ma position est celle-là. La régulation des expériences virologiques est très insuffisante et il serait nécessaire de créer une instance de contrôle internationale et de développer des outils tels que les boîtes noires biologiques, j'en ai parlé tout à l'heure. Et enfin, peut-être un tout dernier mot. Par exemple, aux États-Unis, j'ai dit également que les virus de synthèse allaient poser un problème dans l'avenir. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un papier qui est sorti dans Le Monde la semaine passée, dans lequel ils expliquaient que, alors qu'aux États-Unis, la synthèse de gènes, par exemple, codant pour la grippe espagnole est complètement interdite, était régulée notamment, eh bien, il y a une équipe du MIT qui a réussi à contourner la régulation américaine sur les gènes synthétiques et a commandé à partir de plusieurs fournisseurs les gènes afin de reconstruire un génome du type H5N1 qui mime celui de la grippe de 1918, alors même que c'est interdit et que normalement toutes les mesures de contrôle sont en place. Et donc je vous invite à réfléchir à ça et à voir comment est-ce qu'on pourrait essayer d'organiser une science qui soit plus en sécurité, où on soit plus en sécurité, nous et nos enfants. Voilà, je vous remercie et je peux répondre aux questions. Merci beaucoup, Étienne Descrolly. Stéphane, je vous invite à nous rejoindre aussi devant. On va prendre quelques questions pour l'ensemble nos deux intervenants, et avant de faire une petite pause bien méritée pour tout le monde. Donc, allez-y, si vous avez des questions, soit pour Étienne, soit pour Stéphanie. Étienne, vous voulez chanter ? Oui, Claire. Merci beaucoup pour cette discussion passionnante. Quoique je ne suis pas chercheuse biologique, mais j'ai une question très simple, c'est qu'aux États-Unis, il y a un grand débat qui a à faire avec la valeur de gain de fonction recherche. Il y a des gens qui disent on ne l'a pas besoin du tout. Ce n'est pas nécessaire de le faire. Tout ce qu'on a appris de gain de fonction recherche, on aurait pu faire avec d'autres recherches qui posent moins de risques. Quel est votre avis sur ce débat ? Oui, il y a deux points. La première chose, c'est il est dommage que l'Europe ne se saisisse pas de la question et que ce débat soit uniquement américain. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et je crois qu'on est très frileux en Europe pour discuter de questions, et c'est malheureux parce qu'on devrait être leader dans ce domaine. D'autant que si vous regardez la carte des P4, on a plus de P4 en Europe qu'aux États-Unis, donc on pourrait vraiment se saisir de la question. Le deuxième point, c'est, comme je l'indiquais, c'est très complexe en fait la définition de gain de fonction. Quand on fait une mutation, en fait, on ne sait jamais si on a un gain ou une perte de fonction. Donc, en fait, la discussion américaine est vraiment sur un tout petit subset d'expériences de gain de fonction qui sont extrêmement restreintes. Parce qu'en fait, dans l'ensemble des expériences que j'ai faites, par exemple, si on prend un animal transgénique qui est humanisé et que je prends un virus et que je le cultive sur une transgénique humanisée, eh bien, il va s'opérer un gain de fonction par rapport au virus initial. Et pourtant, ce modèle animal, il va me permettre de développer peut-être un vaccin, et en tout cas de le valider ou de l'invalider, etc. Et donc là, il pourrait être utile pour développer un vaccin. Moi, ce qui me pose problème, c'est
les expériences des gains de fonction sur les virus à potentiel pandémique quand il consiste à forcer le franchissement de la barrière d'espèce. Et donc ça, c'est une toute petite proportion des expériences gains de fonction. Et c'est celles-là qui sont principalement sur la sellette aux États-Unis parce que la définition des expériences de gains de fonction américaines est juridique est très très restreinte par rapport à la définition plus générale que j'ai utilisée aujourd'hui. Ma question est plutôt pour Stéphanie, on va alterner. Enfin, je vais essayer d'être concis. Premièrement, il me semble que l'épidémie de Covid a démontré que les scientifiques étaient capables et se mobilisaient très fortement pour des enjeux sociétaux, instantanément, pratiquement instantanément, en quelques semaines, sur des sujets extrêmement divers. Bon, les virologues, évidemment, y compris le collègue de Marseille, la spécialiste des grands virus, mais par exemple les équipes de Jussieu qui sont mobilisées pour analyser les égouts, qui étaient des... Enfin, il s'est passé énormément de choses, ce qui prouve que les scientifiques peuvent se mobiliser tout seul. Deuxième remarque, qui n'est pas du même ordre, c'est, bon, tu as choisi de ne pas du tout parler d'innovation, parce que je pense que la distinction, ce n'est pas tellement recherche fondamentale, recherche appliquée, où les frontières sont devenues ténues. En revanche, il y a une vraie différence entre recherche et innovation, parce qu'innovation, il s'agit d'amener des produits sur le marché. Là, il y a des travaux, bon, Philippe Aguillon est parti, mais c'est lui ou des gens comme lui qui ont travaillé là-dessus, qui démontrent notamment que tous les modèles directifs contrôlés bureaucratiquement d'innovation sont relativement inopérants et que ce qui marche en innovation, comme en recherche, c'est plutôt les trucs qui sont bottom-up que les trucs qui sont top-down. Et donc, en un certain sens, la question, oui, évidemment, on aimerait bien piloter. Enfin, c'est logique qu'il y ait eu des formes de pilotage. La réponse, c'est que ça ne marche jamais. Alors, peut-être du coup, oui, bien sûr, la capacité de mobilisation, ce qu'on pourrait appeler en régime de sciences urgentes, ou comme il y a eu aussi à un moment dans un contexte complètement différent avec des objectifs différents, le projet Manhattan, oui, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour le pilotage à plus long terme de la recherche avec des objectifs qui ne relèvent pas d'une urgence comme gagner une guerre ou répondre à une pandémie soudaine? Je ne suis pas sûre que le régime de sciences urgentes, avec toutes ses spécificités, parce qu'on peut appeler un régime de sciences urgentes avec toutes ses spécificités, puisse être généralisé hors d'un contexte où on a un objectif précis, consensuel. On était tous d'accord pour dire qu'il faut essayer de limiter la pandémie. Je pense qu'aux États-Unis, beaucoup de gens étaient d'accord pour dire qu'il fallait mettre un terme à la guerre et la bombe a été un moyen de le faire. Quand on est hors de ces régimes de sciences urgentes, on n'a pas forcément de consensus sur les priorités de la recherche. Et donc, la question du pilotage, d'un pilotage qui répond encore une fois à une diversité d'intérêts, se pose d'une façon différente, il me semble. Le deuxième point, la question vraiment cruciale, c'est qu'est-ce que ça veut dire ce qui marche? C'est avoir un laser dans 40 ans. La question normative, elle est précisément là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va considérer qui marche? Pour qui? Pour quelle composante de la société? Pour quel type d'intérêt? Pour quel type de besoin? Et on sent bien que derrière cette idée, ce qui marche, eh bien, il y a une adhésion à certaines valeurs, à certaines priorités en termes d'attente au regard de la recherche. Donc, effectivement, si on veut des innovations de rupture, et encore une fois, ça dépend du positionnement politique, etc., si on veut des innovations de rupture type laser, oui, le modèle de Bush est adapté. Si on considère qu'en 2024, il y a d'autres attentes légitimes à l'égard de la science et pas seulement de viser des innovations de rupture type laser, pas seulement en tout cas, eh bien, ça marche est remis en question. Et on peut considérer que, là, je n'ai pas eu le temps de développer cette idée de undone science, de sujet négligé. On peut considérer que dans une démocratie qui fonctionne bien,
il faut prendre en compte une plus grande diversité d'intérêts auxquels la science peut contribuer, d'intérêts et de besoins auxquels la science peut contribuer à répondre, ce qui ne remet pas en question sa capacité à faire un prochain laser si effectivement ce qu'on privilégie, c'est l'innovation de rupture. Mais ça, c'est un choix politique et c'est un choix qui peut-être doit être vu comme un choix politique et dans une démocratie qui fonctionne, doit être vu comme tel et donc débattu. Ce qui semble pas, quand on dit ça marche pas, quand on dit c'est ça qui marche, on met sous le tapis ces positionnements et ces choix normatifs et politiques. Oui, mais c'est la question. Voilà, ce qui marche, c'est quoi c'est parce qu'on considère dans le ce qui marche, c'est toujours normatif, ce qui marche. C'est parce qu'on valorise. Et encore une fois, moi, je n'exprime pas une position là-dessus. Et on n'a sans doute pas tous les mêmes dans la salle. Mais il faut bien peut-être mettre au jour le fait que le ce qui marche est articulé à certaines valeurs et qui sont l'objet, qui doivent être, à mon sens, l'objet d'un débat politique. Oui, bonjour, Michel Bermond. Alors ma question s'adresse plus spécialement à Monsieur De Crowley. Je suis fonctionnaire parlementaire. Actuellement, je dirige le think tank scientifique et technologique du Parlement, qui est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Mais ma question vient des fonctions que j'ai exercées en 2019, 2020 et 2021 comme responsable du secrétariat de la commission spéciale sur le projet de loi bioéthique. Il y avait beaucoup de choses dans ce projet de loi, bien sûr, mais un certain nombre de dispositions, j'allais dire assez habituelles dans les projets de loi bioéthiques relatives notamment à la recherche sur l'embryon. Donc un certain nombre de dispositions relatives à la recherche. Et j'ai le souvenir que le discours de nombreux parlementaires qui avaient une bonne connaissance du milieu scientifique, voire qui étaient issus eux-mêmes du milieu scientifique, consistait à dire on peut comprendre qu'au début de ce genre de recherche, il fallait un encadrement par la loi parce qu'on ne savait pas trop où on allait, et donc il était légitime que le politique s'empare du sujet et qu'on bride un peu les chercheurs, du genre la durée maximale, la durée de vie maximale d'un embryon sur lequel on peut faire de la recherche, combien de jours, 7 jours, est-ce qu'il faut augmenter, aller plus loin, etc. Mais maintenant, on sait beaucoup mieux où on en est et les chercheurs sont des gens responsables et quand ils vous disent qu'ils peuvent aller jusqu'à 14 jours sur la recherche sur l'embryon, c'est qu'il n'y a aucun problème. Et donc, il y avait, on semblait être pris dans un mouvement où finalement la régulation de la recherche dans ce domaine-là, alors sur le champ éthique, j'entends bien, c'est un mouvement qui tendait à la faire passer du champ politique vers le champ du scientifique. Et là, il m'a semblé vous entendre plaider, alors j'allais dire presque peut-être paradoxalement, pour un appel à plus de régulation venant du politique sur des domaines qui sont explorés quotidiennement par les scientifiques, notamment dans les sciences de la vie et de la santé. Alors, dans un domaine où, effectivement, j'allais dire, la balance bénéfice-risque, il y a un vrai risque sanitaire, de maladie par derrière, dans tout ce que vous avez décrit sur les virus, les recherches sur les virus. Mais donc, je trouvais qu'il y avait une espèce peut-être de paradoxe, à dire que le politique devait abandonner la régulation dans le champ éthique au profit des scientifiques, et que je suis confronté aujourd'hui à un scientifique qui dit au contraire, mais dans le domaine où peut-être nous les scientifiques nous serions les mieux à même d'apprécier le risque, j'en appelle à plus de régulation venant du niveau politique. Plusieurs points. Premier point. Ma position est une position personnelle. Je n'exprime pas la position du CNRS ni celle de la Société française de virologie, donc, et ni la position d'ailleurs de ma communauté. Donc voilà, c'est une position personnelle qui est basée sur des éléments que je vous ai présentés. Et voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la communauté sait aussi notamment des régulations liées aux mottes, donc les micro-organismes et toxines, que quand il y a davantage de régulations, il n'y a jamais les moyens qui sont adossés aux régulations. Et donc, en fait, la régulation est souvent adossée à la stérilisation de la recherche. Et donc, il y a une bonne partie de la communauté qui ne veut pas de régulation parce qu'ils veulent pouvoir continuer à travailler sur des domaines qu'ils considèrent comme étant des enjeux clés de société. Voilà. Donc, ça, c'est une partie, je crois, de la communauté qui ne veut pas de régulation. Ensuite, il y a une partie de la communauté qui, jusqu'à présent, ne considérait pas que c'était un risque véritable.
cette partie-là, peut-être qu'une partie est en train de changer d'avis, et je crois que, enfin, je sais qu'il y a différentes instances qui sont en train de réfléchir à comment est-ce qu'il faut se repositionner par rapport à la régulation de ces expériences. Et enfin, quatrième point, je crois que ça ne serait pas bon de laisser une seule communauté arbitrer le bien commun. Je ne dis pas que la communauté ne doit pas participer à l'arbitrage, mais je crois que c'est un peu comme si vous disiez, pour les embryons humains, ce n'est que les gens qui travaillent sur les embryons qui ont le droit de discuter, de savoir si ces expériences doivent être faites ou pas être faites. Ce sont des problématiques qui concernent toute la société, et donc il est important que la décision vienne de la société, éclairée par un débat avec des personnes qui sont compétents, issus des milieux scientifiques du domaine, et avec parfois des gens qui sont pour, parfois des gens qui sont contre, mais que le débat soit éclairé, mais que ce soit la société qui tranche, parce que c'est une vraie question de société, ce n'est pas une question juste de liberté de la science. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, ou je peux m'arrêter, on peut continuer à débattre. Moi, j'ai une question qui est pour Stéphanie, ou avec en fait plein de petites questions. L'une concerne le niveau de granularité de l'exposé, parce qu'en fait, il y a une approche assez dichotomique, peut-être contrainte par le temps imparti. En gros, est-ce qu'il faut piloter ou ne pas piloter? Il me semble que les niveaux de pilotage sont quand même à granularité variable. Décider de faire un institut, de construire un bâtiment pour lancer un ensemble de recherches, au fond, oui, la granularité est assez grosse, et au sein de cet institut, on peut imaginer une grande liberté. Le deuxième point concernerait le fait que les pairs, et on vient de voir là déjà un élément de discussion, je comprends mieux d'ailleurs pourquoi vous exposez tous les deux ensemble ou dans la même session, parce que c'est vrai qu'il y a mais non, mais c'est pas mal, parce que du coup, on voit bien qu'il y a des échos. Et au fond, les pairs, l'exemple du coronavirus peut se traduire aussi. C'est un très joli exemple. J'étais surpris que vous ne l'ayez pas commenté, parce qu'au fond, les virus à ARN, ils n'ont pas été financés par les pairs. Les pairs, ils n'ont pas voulu. Ils ont trouvé que c'était nul, l'histoire de l'ARN. Et puis, on s'est retrouvé dans une situation où, malgré tout, on était dans un régime qui n'était pas guidé par la politique. On avait les grandes fondations américaines, et on se retrouve, au fond, avec des pairs qui sont aussi aveugles qu'ils l'ont été, bien que finalement, ça a été une solution très intéressante. La troisième chose, c'est effectivement l'identification de l'intérêt général ou du bien commun et son inflexion éventuelle, parce qu'il y a aussi là une granularité ou une différenciation importante sur la façon dont les parlements sont constitués. En France, il n'y a pas un scientifique, c'est des nuls en sciences. Angela Merkel, elle était thésarde en chimie, et du coup, elle avait une sensibilité au domaine scientifique. Donc on a aussi une diversité des constitutions des parlements et de la culture scientifique. Je sais qu'il y a au CNRS une cellule qui essaye de culturer ou d'inculturer les pauvres parlementaires qui comprennent rien à rien quand même, et qui du coup, en fait, dans l'intérêt général, ont une lecture qui est une lecture très électoraliste. Donc on a là aussi quelque chose qui est assez complexe et qui se différencie au niveau européen. Parfois, alors on identifie, on a eu 25 milliards qui nous ont été proposés par un rapport. Là, ce 25 milliards, c'est pas du dirigé d'une certaine façon, c'est pas du top-down complètement dirigé, c'est on va arroser là, et à l'intérieur de cet arrosage, on espère qu'il y a des plantes qui vont pousser. Donc c'est encore la question de la granularité là. Et il me semble que... Et puis, dernier point, je m'excuse, je suis un peu long, parce que du coup, c'était toutes les idées qui me sont venues quand vous avez parlé, la question de la temporalité dans cette histoire. Évidemment, vous la soulignez très fortement à partir du laser, parce que du coup, c'est le bon exemple. On fait un truc, et puis 60 ans après, il se passe quelque chose. Mais en fait, ces temporalités, dans le domaine de l'innovation, on sait qu'il est très différent. La temporalité n'est pas du tout la même que dans le domaine de la recherche fondamentale. Dans l'innovation, on a un investissement massif. Et puis un dernier point, c'est qu'il y a le financement de la recherche publique. Waouh, aux États-Unis, c'est la cata. Neuralink, c'est Elon Musk qui décide le Neuralink et qui obtient pour une raison incompréhensible un agrément de la FDA pour pouvoir faire des implantations et passer finalement tous les trucs éthiques. Et si on regarde Facebook, Amazon, Google, en fait, ils débauchent de façon massive la recherche et la recherche académique avec des financements dont ils décident et qu'ils orientent. Et là, ça pose un vrai problème, qui est un problème de société. Est-ce qu'on peut laisser des entreprises aussi puissantes infléchir de cette façon les courants de recherche ou la dynamique de la recherche qui devrait être publique ?
Ça fait pas mal de choses, c'est un peu compliqué. J'attends pas vraiment sur tous les points. Non, très rapidement, le dernier point, d'où ce vœu concernant la recherche publique d'un observatoire des sujets négligés, c'est-à-dire d'un dispositif à construire qui permette de pallier les trous dans la raquette et de compenser ces effets-là. Donc c'est une idée que je n'ai pas eu le temps de développer, mais en tout cas, il me semble que c'est une responsabilité de la recherche publique, pour le coup, hein, dans ce jeu qu'il y a entre les différents acteurs, représentation politique avec la limitation que vous avez donnée, temporalité, le temps politique, peut-être pour parler gentiment, une limite à la capacité à transcrire les intérêts des gens qui le représentent, etc. Bon, ça, c'est la question classique de la démocratie représentative. Donc, pour toutes ces raisons que vous avez soulignées, il me semble qu'il y a une forme de responsabilité forte de la recherche publique de se poser la question des sujets négligés. Et cette question-là, elle doit être nourrie du monde académique, peut-être de la partie l'OPEC, je ne sais pas, les académies. En tout cas, pensez à un dispositif qui permette de pallier ces trous dans la raquette que vous soulignez à juste titre. Pour la question de la granularité, absolument. Cependant, on observe quand même que les choses percolent beaucoup. C'est-à-dire qu'entre les grandes priorités, on retrouve les grandes priorités de la communauté européenne, on les retrouve dans les IDEX, on les retrouve aussi dans les politiques à des échelles plus restreintes. Donc oui, il y a une granularité différente, mais pour ce qui est des grandes priorité de la recherche, ça percole et il n'y a pas tellement d'initiatives pour s'en échapper. Il y a quand même beaucoup de mimétisme quand voilà, c'est un problème. D'où cette idée d'observatoire des sujets négligés, etc., etc. Tout ça marche ensemble. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la partie épistémologique, c'était de regarder la légitimité des résistances qu'on peut avoir, nous chercheurs, et moi aussi autant que les autres, hein, à ce pilotage thématique, une résistance épistémologique. Et donc, en tant que philosophe des sciences, j'ai pu travailler sur cette dimension-là, et la conclusion, c'est de dire que c'est peut-être pas là que ça se joue vraiment. En matière de fécondité, créativité, c'est peut-être pas le bon terrain. Il y a sans doute d'autres bons arguments, mais celui-là, cet argument de l'imprévisibilité, qui est très très présent dans le débat public, hein, le nombre de tribunes en faveur de la recherche fondamentale qui font appel au laser, à l'imprévisibilité, etc. Enfin, je n'ai pas fait d'études de littérature là-dessus, mais bon, voilà. Et donc l'idée, c'était de dire, ok, c'est pas la bonne façon de défendre la recherche fondamentale que de mettre toujours en avant cette question d'imprévisibilité, à la fois pour des questions épistémologiques, mais aussi, il me semble, pour des questions politiques aujourd'hui. Il faut trouver d'autres choses, parce que là, ce n'est pas franchement la meilleure façon de la défendre. Merci à tous. On va peut-être... Ah, Étienne, tu voulais rebondir ? Oui ? Oui, enfin, moi, juste pour le système de recherche, je crois qu'il faudrait penser ça plus comme un écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la problématique qu'on a, c'est finalement que les priorités sont les mêmes à l'Europe, dans l'industrie, etc. Et donc, finalement, on fait mal, enfin moi, dans mon domaine, c'est comme ça, on fait mal ce qui est fait par ailleurs déjà dans l'industrie sur les mêmes sujets. Alors qu'il vaudrait mieux prendre conscience finalement que la recherche fondamentale, c'est pas tout à fait la même chose que la recherche appliquée, qui n'est pas la même chose que le développement, et que ça doit être un continuum. Et que le problème, je reviens sur la temporalité, parce que c'est la temporalité très importante là-dedans, c'est que le temps de la recherche fondamentale n'est pas le temps du politique. Voilà. Merci beaucoup, c'est un bon mot pour finir cette session. Merci à nos deux intervenants et à vous tous du public.